Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Manhattan, l'Hôtel Plaza. Le champagne dont Pérignon pétillait dans la flûte en cristal comme de minuscules diamants liquides, et Emily Carter observait chaque bulle avec l'attention de quelqu'un qui ne pouvait se permettre de gaspiller une seule goutte. Âgée de 25 ans, diplômée d'un MBA de NYU, elle servait des boissons lors d'événements d'entreprise parce que Wall Street avait décidé que ses qualifications valaient moins que les relations qu'elle n'avait pas. Encore du champagne, monsieur ? Demanda TL avec le sourire professionnel qu'elle avait appris à utiliser comme une armure. L'homme ne leva même pas les yeux de son iPhone. Cheveux parfaitement ébouriffés exprès, costume Armani qui coûtait plus que 6 mois de son salaire, et cette aura de supériorité qui semblait être livrée en standard avec les fonds fiduciaires. Fut sa réponse éloquente. Emily soupira intérieurement et remplit la flûte, résistant à l'envie de renverser accidentellement le champagne sur sa cravate Hermès. La grande salle de bal du Plaza bourdonnait de l'élite de Manhattan. C'était le lancement de la nouvelle division hôtelière de Grayson Enterprise, et tous les requins étaient là, flairant les opportunités. Une voix stridente traversa l'air comme des ongles sur un tableau noir. Emily vit l'homme au champagne, Ethan Grayson, se raidir comme s'il avait été frappé par la foudre. Une blonde platine, tout en botox et marque de créateur, marcha vers sa table avec la détermination d'un missile à tête chercheuse. « Je pensais que tu avais dit que tu viendrais avec ta fiancée ce soir, Ethan, dit Sophia Langley. Emily reconnut la mondaine des pages de potin de page 6. Elle tapa ses ongles acryliques rouges sur la table. « Mon père est ici, Ethan. Ici, attendant de rencontrer cette femme mystérieuse qui a finalement réussi à attraper le célibataire le plus convoité de Manhattan. » Ethan passa sa main dans ses cheveux, et Emily remarqua qu'il transpirait. L'homme qui semblait fait de glace et d'arrogance fondait réellement. « Sophia, écoute, commença-t-il. Ne me donne pas d'excuses. » Elle tapa son talon louboutin sur le sol de marbre. « Tu m'as dit la semaine dernière que tu étais fiancée. Tout l'Upper East Side en parle. Où est-elle » Emily aurait dû s'éloigner, faire semblant de ne pas écouter leur conversation privée, aller remplir d'autres verres à d'autres tables, mais elle ne pouvait être. Était-ce la manière dont Ethan Grayson elle avait enfin relié le nom au visage des magazines Forbes semblait être un animal acculé. Ou était-ce la satisfaction malicieuse de voir l'un des hommes les plus puissants de New York être humilié publiquement. Ethan balaya la salle de bal du regard, comme si le salut allait se matérialiser de nulle part. Ses yeux bleus parcoururent la foule de costumes coûteux et de robes de créateurs jusqu'à ce qu'il se pose sur elle. Emily eut l'impression que le temps s'arrêtait. Ses yeux bleus comme l'océan dans les Hamptons, se fixèrent sur elle avec une intensité qui fit faire des pirouettes à son estomac. « Celle-là, dit Ethan, pointant directement sur elle comme si elle était un article en vitrine, c'est ma fiancée. » Le champagne glissa des mains d'Emily et se brisa en 1000 morceaux scintillants sur le sol. Toute la salle de bal devint silencieuse. Sophia se tourna pour regarder Emily comme si elle était un insecte particulièrement répugnant qui s'était glissé dans le plaza. « Cette serveuse ?» Emily sentit le sang affluer à son visage. « Serveuse. » Comme si c'était la chose la plus basse au monde, comme si servir les gens pour gagner sa vie était honteux. « Ce n'est pas une serveuse, dit Ethan, se levant de sa table avec des mouvements fluides. Emily travaille dans les événements d'entreprise, le conseil stratégique. Emily cligna des yeux. Comment diable connaissait-il son nom? Puis elle se rappela, le badge. Bienzua. Conseil stratégique? Répéta Sophia avec le ton de quelqu'un qui venait d'avaler quelque chose d'acide. Comme c'est intéressant. Ethan s'approcha d'Emily, et elle réalisa à quel point il était grand, au moins 1m88, facilement. Il s'arrêta juste devant elle, si près qu'elle pouvait sentir son parfum coûteux mêlé d'une pointe de désespoir. « Chérie, dit-il, et sa voix avait ce ton intime qui devrait être réservé aux personnes qui se connaissent vraiment, désolé d'être en retard. La circulation à Midtown, tu sais ce que c'est. » Emily le fixa, complètement perdue. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Je commença-t-elle. « Tu es nerveuse ?» interrompit Ethan doucement, posant sa main sur son bras. « C'est compréhensible. La première fois que tu rencontres Sophia. » Emily regarda Sophia, qui l'étudiait comme un scientifique examinant une bactérie, puis elle regarda Ethan, qui la fixait avec une expression qui disait clairement « S'il te plaît, pour l'amour de tout ce qui est bon, ne me laisse pas tomber. » Et puis, était-ce l'injustice d'être appelée serveuse avec mépris, était-ce l'opportunité de voir l'homme le plus arrogant de Manhattan supplier de l'aide, ou était-ce simplement parce que sa vie était déjà un désastre de toute façon? Emily décida de plonger tête la première dans l'abîme. « Salut, chérie, dit-elle, forçant un sourire doux et posant sa main sur son torse. « Désolé pour le champagne. Tu me rends toujours nerveux après tout ce temps. » Le soulagement qui traversa le visage d'Ethan était presque comique.
Sophia les observa pendant un long moment, ses yeux se plissant comme un serpent prêt à frapper. « Eh bien, dit-elle finalement, comme c'est romantique. » Émilie eut l'impression d'avoir sauté d'un avion sans parachute. Mais au moins, la chute serait intéressante. L'Hôtel Plaza. Quelques instants plus tard, le cœur d'Émilie battait contre ses côtes comme un oiseau en cage essayant de s'échapper. Qu'avait-elle fait? Elle se tenait au milieu de l'événement le plus exclusif de Manhattan, prétendant être fiancée à un homme dont la fortune dépassait probablement le PIB de petits pays, pendant que Sophia Langlais tournait autour d'eux comme un vautour sentant une faiblesse. « Alors, dit Sophia, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur, depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Je suis surprise qu'Ethan ne t'ait jamais mentionné avant la semaine dernière. » Émilie sentit la main d'Ethan se resserrer légèrement sur son bras. Un avertissement? Ou était-il aussi terrifié qu'elle? Nous avons été discrets sur notre relation, dit Ethan avec aisance, mais Émilie perçut le léger tremblement dans sa voix. Tu sais comment est la presse. Le rire de Sophia était comme du verre brisé. Oh, je le sais bien. Mais tu peux sûrement nous dire comment vous vous êtes rencontrés. Ça doit être toute une histoire. L'esprit d'Émilie devine complètement vide. Comment les millionnaires rencontraient-ils leurs partenaires? Dans des clubs de campagne, des galas de charité, des îles privées? Elle n'en avait aucune idée. Sa relation la plus longue avait été avec Ryan de son cours de statistique à l'université, et ils s'étaient rencontrés quand il lui avait demandé d'emprunter sa calculatrice. Nous nous sommes rencontrés, a commencé Émilie, puis s'arrêta. Ethan serra son bras à nouveau. À Columbia, termina Ethan avec aisance. Émilie faisait son MBA, pendant que je donnais une série de conférences invitées pour l'école de commerce. Émilie cligna des yeux. C'était en fait crédible et expliquait comment elle pourrait avoir une expérience dans les événements d'entreprise. Comme c'est romantique, ronronna Sophia. Une romance professeur, étudiante. Conférencier invité, corrigea Ethan rapidement. Et c'était après la fin du semestre. Très professionnel. Émilie se trouva étrangement impressionnée par sa rapidité d'esprit. Peut-être y avait-il plus chez Ethan Grayson que juste de l'argent et de l'arrogance? Elle la demandé en mariage? Insista Sophia. Je dois absolument entendre parler de la demande. Cette fois, Émilie intervint avant qu'Ethan ne puisse parler. Si elle devait s'écraser et brûler, autant le faire de manière spectaculaire. C'était en fait assez simple, dit-elle, surprise par la stabilité de sa voix, rien d'extravagant. Ethan sait que je ne suis pas vraiment du genre à aimer les grands gestes en public. Ethan la regarda avec quelque chose qui pourrait être de l'admiration. Émilie n'aime pas être au centre de l'attention. Comme c'est rafraîchissant, dit Sophia, et Émilie ne pouvait pas dire si elle était sarcastique ou non, si différent des femmes qui gravitent habituellement autour d'Ethan. Avant que quiconque puisse répondre, un homme aux cheveux argentés et au sourire capable de vendre de la glace à des pingouins s'approcha de leur groupe. Émilie le reconnut immédiatement. Charles Langlais, le père de Sophia, est l'un des magnats de l'immobilier les plus influents de New York. Ethan. Tonna Charles, tapant sur l'épaule d'Ethan avec la familiarité des connexions de vieille fortune. J'entends que des félicitations sont de mise, monsieur Langlais. Ethan répondit, et Émilie remarqua comment sa posture se redressait. C'était clairement quelqu'un dont l'opinion comptait. Je voudrais vous présenter ma fiancée, Emily Carter. Émilie tendit la main, reconnaissante pour les cours d'étiquette que sa grand-mère avait insisté pour qu'elle prenne à 12 ans. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Langlais. Charles lui serra la main avec la poigne ferme de quelqu'un qui avait conclu des affaires de plusieurs milliards avec une poignée de main. Le plaisir est pour moi, ma chère. Je dois dire qu'Ethan a un excellent goût, et vous êtes tout à fait différente de ses compagnes habituelles. Comment dirons-nous? Habituelles. Les yeux de Sophia brillèrent dangereusement. Papa. Allons, Sophia, ne sois pas impolie. Charles gloussa. Je dis simplement qu'il est rafraîchissant de voir Ethan avec quelqu'un qui semble avoir de la substance au-delà de son fond fiduciaire. Émilie sentit la chaleur monter à ses joues. Elle n'était pas sûre si c'était un compliment ou une insulte, mais le léger sourire d'Ethan suggérait qu'elle devrait le prendre comme le premier. Émilie a un MBA de NYU, dit Ethan avec fierté, comme s'il avait réellement quelque chose à voir avec son éducation. Elle est spécialisée dans la restructuration d'entreprises et la gestion d'événements. C'était assez proche de la vérité, supposa Émilie. Elle gérait des événements, juste pas de la manière que Charles Langlais imaginait probablement. Impressionnant, approuva Charles en hochant la tête. Et que font vos parents? Émilie? L'estomac d'Émilie se noua. C'était là que sa façade soigneusement construite s'effondrerait. Son père était mécanicien à Queens, et sa mère travaillait à temps partiel dans un dîner local. Du bon travail, honnête, mais pas exactement le genre de parcours qui impressionnerait l'élite de Manhattan. Mes parents sont tous les deux à la retraite, dit-elle prudemment. Ce n'était pas exactement un mensonge, son père avait été forcé à une retraite anticipée après une blessure au dos, et sa mère avait réduit ses heures pour s'occuper de lui. Retraité de quel domaine? Demanda Sophia avec douceur, sentant clairement une faiblesse. L'esprit d'Émilie s'embagea.
Qu'est-ce qui sonnerait impressionnant mais pas trop spécifique? Conseil, dit-elle finalement, conseil en affaires. Ethan hocha la tête comme si cela avait un sens parfait. C'est en fait comme ça qu'Emily s'est intéressée aux événements d'entreprise. L'entreprise familiale. Charles rayonna. Excellent. Rien de tel que de garder les affaires dans la famille. Vous devrez les amener au mariage, bien sûr. Mariage. Le mot frappa Emily comme une gifle froide. Bien sûr, il faudrait parler d'un mariage. Les couples fiancés planifient des mariages. Comment n'y avait-elle pas pensé? Nous sommes encore dans les premières étapes de la planification, dit Ethan rapidement. Emily veut quelque chose d'intime. La famille et les amis proches seulement. Phil intelligent, approuva Charles. Ces mariages mondains deviennent vite hors de contrôle. En parlant de ça, quand Eleanor et moi pouvons-nous espérer rencontrer vos parents, ma chère? Emily se sentit piégée. Elle ne pouvait pas vraiment inviter Charles et Eleanor Langley dans l'appartement exigu de ses parents à Queens, où le summum du divertissement était la collection de magazines de voitures anciennes de son père et les feuilletons de sa mère sur leur vieux téléviseur. Bientôt, parvint-elle à dire. Ils voyagent en ce moment. Une croisière prolongée. Comme c'est charmant, dit Sophia. Où vont-ils? En Europe, dit Emily rapidement, puis regretta immédiatement d'être si vague. La Méditerranée. Quelle compagnie de croisière? Insista Sophia. Eleanor et moi adorons les croisières. Nous étions sur le Regent Seven Seas le mois dernier. Emily n'avait aucune idée des compagnies de croisières utilisées par les riches. Elle n'avait jamais fait de croisière de sa vie. La vacance la plus chic que sa famille ait jamais prise était un long week-end au lac George quand elle avait 15 ans. C'est un yacht privé, intervint Ethan avec aisance. La famille d'Emily préfère les cadres plus intimes. Les sourcils de Charles se levèrent d'appréciation. Encore mieux. Rien ne vaut l'intimité de votre propre navire. Emily lança un regard reconnaissant à Ethan, mais à l'intérieur, elle paniquait. Cela devenait de plus en plus compliqué à chaque minute. Maintenant, elle venait apparemment d'une famille assez riche pour posséder des yachts et faire des croisières européennes de plusieurs mois. Eh bien, dit Sophia, son sourire tranchant comme une lame, j'ai hâte de les rencontrer à leur retour. Nous devons absolument vous inviter tous les deux à dîner bientôt. Ce week-end, peut être. La bouche d'Emily devint sèche. Dîner chez les Langley? Elle préférait marcher pieds nus sur du verre brisé. Ce week-end pourrait être compliqué, dit Ethan. Nous avons des plans. Oh? Les sourcils de Sophia s'arquèrent. Quel genre de plan? Emily pouvait presque voir l'esprit d'Ethan travailler frénétiquement derrière ses yeux bleus. Nous allons dans les Hamptons, dit-il finalement. Emily n'a pas encore vu la maison. La maison? Bien sûr, Ethan Grayson avait une maison dans les Hamptons, probablement un manoir avec du personnel, et Emily devrait savoir comment se comporter comme si elle y appartenait. Elle était tellement hors de son élément, autant dire qu'elle se noyait dans la fosse des Mariannes. Comme c'est merveilleux, s'exclama Charles. Quelle partie des Hamptons? Nous avons une maison à East Hampton nous-mêmes. Montauk, répondit Ethan. Emily adore le phare. Emily n'était jamais allée à Montauk de sa vie, mais elle hocha la tête et sourit comme si regarder les phares était son passe-temps préféré. Parfait, dit Sophia, son sourire ne vacillant jamais. Alors, dîner le week-end prochain. Je demanderai à Eleanor de vous appeler pour organiser ça. Et sur ce, Sophia prit le bras de son père et s'éloigna, laissant Emily et Ethan seuls au milieu de la salle de bal, tous deux apparemment engagés à maintenir cette mascarade pendant au moins une semaine de plus. Ethan se tourna pour regarder Emily, son expression indéchiffrable. Eh bien, dit-il doucement, je pense que ça s'est bien passé. Emily le fixa avec incrédulité. Bien? Bien, je viens d'accepter de dîner avec des gens qui utilisent probablement plus de fourchettes que je n'en possède. Je viens soi-disant d'une famille assez riche pour posséder des yachts, et je passe apparemment le week-end dans votre maison des Hamptons à regarder des phares. Ethan eut l'audace de sembler amusé. Tu es une improvisatrice étonnamment douée. Ce n'est pas drôle, siffla Emily, gardant sa voix basse. Je suis une imposture. Je ne connais rien de votre monde. Je ne sais même pas quel vin va avec le poisson. Dublin. Dit Ethan Utileman. Emily le fusilla du regard. Ce n'est pas le problème. Ethan l'étudia un moment, son expression devenant plus sérieuse. Écoute, je sais que c'est fou, mais tu viens de me sauver de l'instant le plus humiliant de ma vie professionnelle. Le père de Sophia contrôle 3 grandes chaînes hôtelières sur la côte Est. S'il était parti en pensant que j'étais un menteur incapable de produire une fiancée, pourquoi as-tu menti en premier lieu? Demanda Emily. Ethan passa sa main dans ses cheveux, défaisant le style parfait. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il semblait presque humain. Parce que Sophia essaie de me faire l'épouser depuis 2 ans, et son père met la pression à ses partenaires commerciaux pour me pousser, je pensais qu'en disant que j'étais fiancé, il reculerait. Je n'avais jamais imaginé que Sophia se présenterait ici ce soir. Emily s'adoucit légèrement. Elle comprenait ce que c'était de se sentir piégée par les attentes des autres, même si l'échelle était complètement différente. Alors, que se passe-t-il maintenant?
demanda-t-elle. Ethan la regarda avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Maintenant, Emily Carter, toi et moi devons trouver comment convaincre certaines des personnes les plus suspicieuses de New York que nous sommes follement amoureux. L'estomac d'Emily se noua. Pendant combien de temps? Assez longtemps pour que je conclue l'accord avec l'anglais et que je trouve un moyen de mettre fin à ça sans détruire nos réputations. Emily regarda autour de la salle de bal scintillante, les lustres qui coûtaient plus que son loyer annuel, les gens qui vivaient dans un monde qu'elle n'avait vu que dans les magazines. Je dois être folle, murmura-t-elle. Le sourire d'Ethan était étonnamment chaleureux. Peut être, mais si ça peut aider, je m'assurerai que tu sois bien rémunéré pour ton temps. Emily se hérissa. Je ne suis pas une prostituée. Ce n'est pas ce que je voulais dire, dit Ethan rapidement. Je veux dire que ça va te demander de prendre du temps sur ton travail, d'acheter des vêtements appropriés, d'apprendre sur mon passé. Je couvrirai toutes les dépenses, plus je te paierai pour ton temps. Considère ça comme du jeu d'acteur méthodique. Emily le fixa. Une partie d'elle voulait s'en aller maintenant, retourner à sa vie normale à servir du champagne à des gens qui remarquaient à peine son existence. Mais une autre partie, qu'elle ne reconnaissait pas entièrement, était intriguée. Quand aurait-elle une autre chance de voir comment vit l'autre moitié? De porter des vêtements de créateurs et de manger dans des restaurants dont elle ne pouvait même pas prononcer le nom? Et si elle était complètement honnête avec elle-même, il y avait quelque chose chez Ethan Grayson qui l'intriguait. Sous l'arrogance et la façade parfaite, elle avait entrevu quelque chose de vulnérable, quelque chose de réel. Une vacant, dit-elle finalement. Je ferai ce week-end dans les Hamptons et le dîner avec les Langlais. Après ça, nous trouvons un moyen de mettre fin à ça proprement. Le soulagement d'Ethan était visible. Marché conclu. Ils se serrèrent la main, et Emily tenta d'ignorer la petite décharge électrique qu'elle ressentit lorsque leurs paumes se touchèrent. Alors, dit-elle, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était, quand est-ce que je reçois mon cours intensif pour être votre fausse fiancée? Le sourire d'Ethan était presque juvénile. Demain matin, ça te va? Je viendrai te chercher à 8 heures. 8 heures du matin? Queena Emily. Bienvenue dans mon monde, chérie, dit Ethan, et pour la première fois, le terme affectueux semblait presque sincère. Nous avons beaucoup de travail à faire. L'appartement d'Emily, Upper West Side, 745. Emily fixait son placard comme s'il l'avait personnellement offensé. Devant elle pendait l'ensemble de sa garde-robe professionnelle, 2 blazers de chez Target, 3 chemisiers qui avaient connu de meilleurs jours, une robe noire qui faisait double usage pour les entretiens et les funérailles, et une collection de pantalons allant d'acceptable à prier pour que personne ne regarde de trop près. Comment diable s'habillait-on pour apprendre à être la fausse fiancée d'un milliardaire? Son téléphone vibra avec un texto. En bas. Tesla noire. L'estomac d'Emily se noua. Bien sûr, il conduisait une Tesla, probablement le modèle le plus cher qu'il fabriquait. Elle attrapa son sac à main, un faux coach acheté à un vendeur de rue, et descendit, son cœur battant à chaque pas. La Tesla était impossible à manquer, élégante et silencieuse comme un animal prédateur. Ethan se tenait à côté, ressemblant à quelqu'un sorti tout droit d'une couverture de magazine pour hommes qui possèdent de petits pays, jeans sombres qui coûtaient probablement plus que son loyer, une chemise décontractée qui semblait à la fois détendue et coûteuse, et des lunettes de soleil qui criaient l'artisanat italien. « Bonjour, dit-il, ouvrant la porte passager pour elle. « Bien dormi? » Emily ricane. « Tu plaisantes? J'ai passé la moitié de la nuit à chercher sur Google comment faire semblant d'être riche, et l'autre moitié à m'entraîner à dire yacht sans avoir l'air de n'en avoir jamais vu un. » Le rire d'Ethan était sincère, et Emily remarqua comment il transformait tout son visage. « Et qu'as-tu appris? »« Que je suis foutue, » dit Emily, glissant dans la voiture. L'intérieur était tout en cuir et technologie, avec plus de boutons et d'écran qu'un vaisseau spatial. Aussi, apparemment, les riches appellent ça des navires, pas des bateaux. Bon à savoir que tu apprends vite, dit Ethan, prenant le volant. Où nous allons devrait t'aider avec le reste. Où allons-nous exactement? Faire du shopping. L'attention d'Emily monta en flèche. Je t'ai dit que je n'étais pas à l'aise avec l'idée que tu m'achètes des vêtements. Je peux me débrouiller seule. Emily, la voix d'Ethan était douce mais ferme. Écoute, je sais que c'est gênant, mais si tu te présentes au dîner chez les Langlais avec, eh bien, ce que tu portes maintenant, ils sauront que quelque chose cloche en environ 30 secondes. Emily baissa les yeux sur sa tenue. Pantalon noir de chez Coles, et un chemisier bleu qui avait été son uniforme d'entretien pendant 2 ans. Elle sentit ses joues brûler d'embarras et être de colère. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce que je porte? Ethan sembla réaliser qu'il s'était aventuré en terrain dangereux. Rien ne va pas. Tu es ravissante, mais Sophia a le flair d'un limier pour la mode. Elle repéra une étiquette non designée de l'autre côté de la pièce, et elle s'en servira pour essayer de te détruire. Emily resta silencieuse un moment. Elle détestait qu'il ait raison. Elle détestait que les vêtements comptent autant dans son monde. Mais surtout, elle détestait se soucier de ce que Sophia Langlais pensait d'elle. D'accord.
dit-elle finalement. Mais je te rembourserai chaque centime. Nous en discuterons plus tard, dit Ethan diplomatiquement, ce qu'Emily interpréta comme pas question. 20 minutes plus tard, ils s'arrêtèrent devant Bergdorf Goodman. Emily était passée devant le légendaire grand magasin des dizaines de fois, mais elle n'y était jamais entrée. Les vitrines seules coûtaient probablement plus cher que son éducation. Cet endroit semble cher, dit-elle faiblement. Il l'est, répondit Ethan joyeusement. Mais vois ça comme un investissement dans notre survie mutuelle. À l'intérieur, Bergdorf s'était comme entré dans une autre dimension. Tout était impeccable, élégant et intimidant. Les vendeurs semblaient être des mannequins à mi-temps, et Emily était presque sûre que la vitrine de sac à main près de l'entrée coûtait plus cher que la voiture de certaines personnes. Monsieur Grayson. Une femme grande et impeccablement vêtue glissa vers eux comme si elle flottait. Quelle charmante surprise. Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui? Bonjour, Victoria, répondit Ethan avec aisance. Je voudrais vous présenter ma fiancée, Emily Carter. Nous devons constituer une garde-robe complète pour elle. Décontracté pour la campagne, élégant pour les affaires, et tenue de soirée formelle. Les yeux de Victoria s'illuminèrent comme si elle venait de gagner à la loterie. Bien sûr, mademoiselle Carter, vous avez une structure osseuse magnifique. Nous allons nous amuser avec cela. Pendant les 3 heures suivantes, Emily se sentit comme une poupée d'habillage très coûteuse. Victoria et son équipe d'assistants apportèrent tenue après tenue, chacune plus belle et terrifiante que la précédente. Il y avait des pulls en cachemire doux comme des nuages, des chemisiers en soie qui captaient la lumière comme de l'eau, et des chaussures qui étaient pratiquement des œuvres d'art pour les pieds. Cette robe Valentino serait parfaite pour les dîners, dit Victoria, tenant une pièce qui semblait appartenir à un musée. Et c'est Manolo Blahnik? Combien coûte cette robe? Interrompit Emily. Victoria jeta un coup d'œil à Ethan, qui secoua légèrement la tête. Concentrons-nous sur la coupe et le style pour l'instant, dit Victoria diplomatiquement. Emily essaya ce qui semblait être la moitié du magasin. Ethan était assis dans un fauteuil moelleux à l'extérieur de la cabine d'essayage, offrant occasionnellement des opinions lorsque Victoria les demandait. Emily remarqua qu'il avait bon goût. Il semblait préférer les pièces plus simples et classiques aux options plus tape à l'œil. Et celle-ci? Demanda Victoria alors qu'Emily sortait dans une robe de cocktail bleu marine qui, d'une manière ou d'une autre, la faisait se sentir à la fois élégante et à l'aise. Ethan leva les yeux de son téléphone, et Emily vit quelque chose vaciller dans son regard. C'est parfait, dit-il doucement. Emily se regarda dans le miroir à 3 faces. La robe lui allait comme si elle avait été faite pour elle, épousant ses courbes sans être trop serrée, tombant juste au-dessus des genoux à la longueur parfaite. Elle se reconnaissait à peine. Nous la prenons, dit Ethan. Ethan, comienza Emily à protester. Nous prenons tout ce qu'elle a essayé qui lui va bien, continua Ethan, l'ignorant. Et nous aurons besoin de chaussures, de sacs à main et d'accessoires assortis. Victoria semblait être à Noël avant l'heure. Excellent choix. Monsieur Grayson. Pendant que Victoria allait tout organiser, Emily coinça Ethan près d'une vitrine d'écharpe qui coûtait probablement plus cher que son passe Metro North mensuel. C'est insensé, siffla-t-elle. As-tu une idée de combien d'argent tu viens de dépenser? Ce n'est pas une question d'argent, dit Ethan. Facile à dire quand tu as assez pour acheter une petite île. Ethan l'étudia un moment. Tu as raison. Je suis désolé. Je ne pense pas à l'argent comme la plupart des gens, et c'était insensible. Emily cligna des yeux. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il s'excuse réellement. Mais voilà le truc, continua Ethan. Ce n'est pas juste pour tromper Sophia et son père. Si nous voulons réussir, tu dois te sentir confiante. Et la confiance est beaucoup plus facile à feindre quand tu n'as pas à t'inquiéter si ta tenue te trahit. Emily y réfléchit. C'était manipulateur, mais ce n'était pas faux. Elle s'était sentie différente dans cette robe bleu marine, posture plus droite, voix plus assurée, contact visuel plus direct. D'accord, dit-elle, mais nous allons établir quelques règles de base. Je t'écoute. Premièrement, plus de virées shopping surprise sans en discuter d'abord. Deuxièmement, je veux connaître le coût total de tout, et nous allons élaborer un plan de remboursement. Emily, je suis sérieux, dit Emily. Je ne serai le cas de charité de personne. Si je vais faire ça, je le ferai en tant que partenaire égal, pas en tant que projet que tu habilles pour ton amusement. Quelque chose changea dans l'expression des temps du respect, peut être. Marché conclu, dit-il. Quelle est la 3e règle? 3e règle? Tu as dit des règles de base, au pluriel. Quelle est la 3e? Emily n'avait pas réellement pensé à une 3e règle, mais elle était sur une lancée. Troisièmement, tu dois m'apprendre ton monde. Vraiment m'apprendre. Pas seulement quelle fourchette utiliser, mais qui sont ces gens, ce qui leur importe, comment ils pensent. Si je dois les convaincre que j'ai ma place dans ta vie, je dois comprendre à quoi ressemble réellement ta vie. Ethan hocha lentement la tête. C'est juste, mais ça va dans les deux sens. Que veux-tu dire? Je veux dire que si je vais t'apprendre mon monde, tu dois m'apprendre le tien.
Si nous sommes censés être fiancés, je devrais en savoir plus sur toi que juste ton nom et où tu es allé à l'école. Emily sentit un frisson de panique. Son monde était si ordinaire comparé au sien. Qu'est-ce qui pourrait bien intéresser Ethan Grayson à propos de sa vie à Queens? Les luttes de ses parents, ses prêts étudiants, les colocataires qui laissaient de la vaisselle sale dans l'évier? Fais-moi confiance, dit-elle, mon monde n'est pas aussi intéressant que le tien. Je serai le juge de ça, dit Ethan. De plus, Sophia va me poser des questions personnelles sur toi. Comment nous nous sommes rencontrés n'était que le début. Elle voudra savoir tes plats préférés, tes petites manies, ce que tu fais pour t'amuser. Si je ne sais pas ces choses, elle découvrira que nous mentons plus vite que tu ne peux dire contrat prénuptial. L'estomac d'Emily se noie. Contrat prénuptial? Le visage d'Ethan pâlit légèrement. Oui, à ce sujet, nous devrions probablement discuter de ce que les gens vont attendre, Monsieur Grayson. Victoria réapparut avec plusieurs sacs à vêtements et des boîtes. Tout est prêt pour vous. Parfait, dit Ethan, semblant soulagé par l'interruption. Emily, pourquoi ne te changes-tu pas dans tes vêtements, et nous irons déjeuner? Nous avons beaucoup à discuter. Alors qu'Emily retournait dans la cabine d'essayage pour enlever la dernière tenue qu'elle avait essayé, un pull en cachemire et des gens de créateurs qui la faisaient se sentir comme une personne complètement différente. Elle attrapa son reflet dans le miroir. Qui était cette femme qui la regardait? Il y a 2 jours, son plus gros souci était de savoir si elle pouvait se permettre de remplacer son ordinateur portable cassé. Maintenant, elle recevait une transformation de garde-robe de l'un des célibataires les plus convoités de New York et se préparait à tromper certaines des personnes les plus puissantes de la ville. Elle pensa à appeler sa meilleure amie Sarah pour discuter de cette folie, mais que dirait-elle même? Et, tu te souviens comment je me plaignais de mon boulot sans avenir? Eh bien, drôle d'histoire. Non, elle était seule dans cette histoire, du moins pour l'instant. Lorsqu'elle sortit de la cabine d'essayage dans ses vêtements d'origine, elle se sentit comme Cendrillon après minuit. Ethan attendait avec assez de sacs de shopping pour approvisionner une petite boutique. Prête pour le déjeuner? Demanda-t-il. Où allons-nous? Quelque part où nous pourrons parler sans être interrompus, dit Ethan, et où tu pourras t'entraîner à être ma fiancée sans public. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Emily réalisa que malgré ses nerfs, malgré la folie de la situation, malgré le fait qu'elle était complètement hors de son élément, elle avait hâte de continuer, ce qui était probablement la chose la plus dangereuse de toutes. Nougatin, Midtown Manhattan, 13H30. L'hôtesse de Nougatin traita Ethan comme un roi en visite, les conduisant à une table d'angle avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur Central Park. Emily essaya de ne pas s'émerveiller devant l'intérieur élégant, le bar à sushi parfaitement agencé, ou le fait qu'elle pourrait probablement vivre un mois sur ce que coûtait un repas ici. Monsieur Grayson, votre table habituelle, dit l'hôtesse avec une révérence qui semblait sincèrement respectueuse plutôt que servile. Le chef Tanaka m'a demandé de vous dire qu'il a du thon rouge frais aujourd'hui, arrivé ce matin de Tokyo. Veuillez transmettre mes salutations au chef Tanaka, répondit Ethan, tirant la chaise d'Emily pour elle. Et dites-lui que nous lui faisons confiance pour nos choix aujourd'hui. Alors que l'hôtesse s'éloignait gracieusement, Emily fixa Ethan. Tu as une table habituelle, et le chef t'envoie personnellement des messages. Ethan eut la grâce de sembler légèrement embarrassé. Je mange souvent ici, et j'ai peu, être investi dans le nouveau concept de restaurant de Tanaka l'année dernière. Bien sûr que oui, marmonna Emily, puis se reprit. Désolé, je ne veux pas avoir l'air amer. C'est juste. Tout ça est très écrasant. Je peux imaginer, dit Ethan, et étonnamment, il semblait vraiment le pouvoir. Écoute, je sais que ma vie semble excessive de l'extérieur. Et honnêtement, beaucoup de choses le sont, mais certaines sont juste une nécessité pratique quand tu évolues dans certains cercles. Un serveur apparut avec des serviettes chaudes et versa de l'eau d'une bouteille qu'Emily était presque sûre de coûter plus cher que son budget hebdomadaire d'épicerie. Elle observa l'interaction facile d'Ethan avec le personnel poli, reconnaissant, mais clairement habitué à ce niveau de service. Parle-moi de tes nécessités pratiques, dit Emily, acceptant sa serviette avec ce qu'elle espérait être une grâce appropriée. Ethan se pencha en arrière dans son fauteuil, l'étudiant. Par où commencer? D'accord, en voici une. Je n'ai pas acheté mes propres courses depuis environ 8 ans. J'ai une gouvernante, Madame Liu, qui s'occupe de tout ça. Elle est avec ma famille depuis que j'étais à l'université. Elle sait ce que j'aime, ce dont j'ai besoin, et elle est meilleure que moi dans ce domaine. Ce n'est pas une question de paresse, c'est une question de gestion du temps. Emily essaya d'imaginer ne jamais mettre les pieds dans une épicerie, ne jamais errer dans les allées à 23 heures parce qu'on a oublié qu'on était à court de lait, ne jamais comparer les prix ou découper des coupons ou calculer si on pouvait se permettre la pâte de marque cette semaine. Quoi d'autre? Demanda-t-elle. J'ai un chauffeur, Daniel, qui est avec Grayson Enterprise depuis 15 ans. Je pourrais conduire moi-même la plupart du temps, mais quand je suis conduit, je peux travailler, passer des appels, réviser des contrats. De plus, se garer à Manhattan est un cauchemar.
même quand on peut se le permettre. Le premier plat arriva. Des morceaux délicats de sashimi arrangés comme une œuvre d'art comestible. Emily observa Ethan prendre ses baguettes avec une aisance pratiquée et essaya de reproduire ses mouvements sans rien faire tomber. J'ai une assistante personnelle, Lorraine, qui gère mon emploi du temps, filtre mes appels, s'occupe de mes arrangements de voyage. J'ai un entraîneur qui vient à ma salle de gym à domicile 3 fois par semaine, pas parce que je suis vaniteux, mais parce que rester en forme est pratiquement une exigence dans mon industrie. Avoir l'air de réussir fait partie du succès. Emily réussit à porter un morceau de thon à sa bouche sans incident. Elle devait l'admettre, c'était le meilleur poisson qu'elle ait jamais goûté. Ça semble épuisant. Ça peut l'être, admit Ethan. Mais c'est aussi. C'est la seule vie que j'ai connue. Mon grand-père a construit Grayson Enterprise de rien. Mon père l'a développé. Maintenant, c'est mon tour. Et beaucoup de gens comptent sur moi pour ne pas tout gâcher. Combien de personnes travaillent directement pour Grayson Enterprise? Environ 1200. Mais si tu comptes tous nos contractants, fournisseurs, et les entreprises qui dépendent de nos partenariats, Ethan s'arrêta comme s'il ne l'avait jamais calculé auparavant, probablement plus proche de 10 000. Emily faillit s'étouffer avec son saké. 10 000 personnes? Ce n'est pas quelque chose à quoi je pense tous les jours, dit Ethan rapidement. Mais oui, quand je prends des décisions des grandes, comme s'étendre sur un nouveau marché ou fermer une division sous-performante, ça affecte beaucoup de vies. Le poids de cette responsabilité s'abattit sur Emily comme une lourde couverture. Elle avait passé tellement de temps à penser à Ethan comme un autre garçon riche privilégié qu'elle n'avait pas considéré le fardeau qu'il portait réellement. « Est-ce pour ça que tu as menti à propos de tes fiançailles » demanda-t-elle. À cause de la pression des affaires? Le rire d'Ethan était teinté de regret. En partie. Charles Anglais contrôle 3 grandes chaînes hôtelières sur la côte Est. Si Grayson Enterprise peut sécuriser des partenariats exclusifs avec eux, ça représenterait d'énormes opportunités d'expansion. Miles Langley, Eastwood School. Il croit en faire des affaires avec des hommes de famille, des gens qu'il considère comme stables et fiables, et être célibataire te fait paraître instable. Être célibataire à 32 ans avec une réputation de sortir avec des mannequins et des mondaines me fait paraître peu fiable, corrigea Ethan. Comme si je n'étais pas prêt à m'installer et à construire quelque chose de durable. La génération de l'anglais assimile le mariage à la maturité. Emily assimila cela. Donc, tu pensais qu'en prétendant être fiancé, il te prendrait plus au sérieux comme partenaire commercial. Exactement. Et ça a fonctionné jusqu'à ce que Sophia se pointe en exigeant de rencontrer ma mystérieuse fiancée. Le plat suivant arriva, de l'oursin parfaitement préparé qu'Emily aborda avec beaucoup plus de prudence que le thon. Ethan remarqua son hésitation. Tu n'as pas à manger quoi que ce soit que tu ne veux pas, dit-il doucement. J'aurais dû demander tes préférences alimentaires avant de commander. Non, c'est bon. Je ne suis juste pas habitué à de la nourriture qui coûte plus cher que ma carte métro mensuelle. Emily prit une petite bouchée et fut surprise par la saveur crémeuse et océanique. En fait, ce n'est pas terrible. Attends-toi, dit Ethan. Parle-moi de tes nécessités pratiques. Emily rit, mais il n'y avait pas beaucoup d'humour dedans. Par où commencer? Je partage un appartement de 2 chambres à Astoria avec ma colocataire Sarah, parce qu'aucune de nous ne peut se permettre de vivre seule en ville. Je prends le métro partout parce que je n'ai pas de voiture, je ne peux pas me le permettre, et de toute façon, il n'y a nulle part où la garer. J'achète tout en marque générique à l'épicerie, et je prépare mes repas le dimanche pour ne pas gaspiller d'argent à manger dehors pendant la semaine. Ethan écouta sans l'interrompre, son expression sérieuse. Je travaille à 3 emplois différents, continua Emily. Les événements d'entreprise, qui sont vraiment juste du service haut de gamme avec un titre chic. J'enseigne aussi aux enfants les mathématiques et l'économie en ligne, et je prends du travail de comptabilité freelance pour de petites entreprises. Le mois dernier, j'ai gagné environ 3 800 $ au total, et après le loyer, les prêts étudiants, les courses et les transports, il me restait peu, être 400 $. 400 $, la voix d'Ethan était basse. 400 $, confirma Emily, qui vont dans mon fonds d'urgence parce que la dernière fois que je n'avais pas de fonds d'urgence, j'ai fini par manger des ramen pendant 2 semaines quand mon ordinateur portable est mort, et je ne pouvais pas me permettre de le réparer et de payer le loyer le même mois. Ethan posa ses baguettes. Emily, je ne te dis pas ça pour que tu aies pitié de moi, dit Emily rapidement. Je te le dis parce que tu voulais en savoir plus sur mon monde. Voilà à quoi ça ressemble pour la plupart des gens de mon âge. Nous sommes éduqués, nous travaillons dur, mais nous sommes fondamentalement à une grosse dépense de la catastrophe financière à tout moment. Est-ce pour ça que tu as accepté cet arrangement insensé? Demanda Ethan. L'argent? Emily réfléchit sérieusement à la question. En partie, admit-elle, mais honnêtement, j'étais aussi curieuse. Quand aurais-je une autre chance de voir comment vit l'autre moitié? De porter des vêtements qui coûtent plus que mon salaire mensuel et de manger dans des restaurants dont je n'ai lu que dans les magazines? Et quoi? Comment ça fait, de vivre comme l'autre moitié?
Émilie regarda autour du restaurant, les autres convives qui appartenaient clairement à ce monde raffiné, le personnel qui se déplaçait avec une précision pratiquée, Ethan lui-même, qui imposait le respect rien que par son existence. Terrifiant, dit-elle honnêtement, mais aussi enivrant. Je me suis sentie différente dans ces vêtements ce matin, plus confiante, comme si je pouvais tout gérer. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant. Tu devrais ressentir ça tout le temps, dit Ethan, et il y avait quelque chose d'intense dans sa voix qui fit accélérer le pouls d'Émilie. La confiance ne vient pas de ce que tu portes ou de l'endroit où tu manges. Il s'agit de connaître ta valeur. Facile à dire quand ta valeur se compte littéralement en milliards. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ethan se pencha en avant, ses yeux bleus fixés sur les siens. Émilie, en 24 heures, tu as géré une situation complètement étrangère avec plus de grâce et d'intelligence que la plupart des gens que je connais n'auraient pu le faire. Tu as fixé des limites avec moi ce matin alors que tu aurais pu simplement accepter tout ce que je voulais. Tu es rapide à réagir, drôle, honnête, et assez courageuse pour relever un défi qui ferait fuir la plupart des gens. Émilie sentit la chaleur monter à ses joues. Tu me connais à peine. J'en sais assez, dit Ethan. Je sais que tu n'es rien comme les femmes avec qui je passe habituellement du temps. Il y avait quelque chose dans la façon dont il le disait qui fit frémir l'estomac d'Émilie. À quoi ressemblent les femmes avec qui tu passes habituellement du temps? Ethan resta silencieux un moment, comme s'il décidait à quel point être honnête, prévisible, dit-il finalement. Elles veulent les mêmes choses. Des dîners coûteux, des vêtements de créateurs, des vacances dans des endroits exotiques, l'accès à des événements exclusifs, elles sont parfaitement agréables, mais elles ne sont pas stimulantes. Stimulantes? Elles ne repoussent pas. Elles ne remettent rien en question. Elles ne me font pas réfléchir différemment. Le regard d'Ethan rencontra à nouveau le sien. Tu m'as fait réfléchir davantage en une journée que je ne l'ai fait en des mois. Émilie ne savait pas quoi répondre à ça. L'intensité de son attention était à la fois excitante et terrifiante. Elle fut sauvée de devoir répondre par l'arrivée de leur plat principal. Du poisson parfaitement grillé avec des légumes qu'elle ne pouvait pas identifier, mais qui avaient un goût incroyable. À ton tour de me poser une question, dit Ethan, sentant apparemment son besoin de changer de sujet. D'accord, dit Émilie, reconnaissante pour le répit. Quelle est la pire partie d'être toi? Ethan cligna des yeux, clairement pas préparé à cette question. La pire partie? Oui, tout le monde se concentre toujours sur l'argent, le pouvoir et le style de vie glamour, mais quel est l'inconvénient? Ethan resta silencieux si longtemps qu'Émilie commença à penser qu'il ne répondrait pas. Quand il parla enfin, sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. La solitude, dit-il. Ça semble ridicule, je sais. Je suis entouré de gens tout le temps. Mais la plupart d'entre eux veulent quelque chose de moi, un contrat commercial, un investissement, une présentation, une invitation. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui s'intéresse à moi en tant que personne plutôt qu'en tant qu'Ethan Grayson, PDG. Ce n'est pas ridicule, dit Émilie doucement. Ça semble horrible. Ça l'est, parfois. Et la pression. Les gens pensent qu'avoir de l'argent signifie qu'on n'a pas de problème, mais les problèmes changent simplement. Chaque décision que je prends affecte des centaines de personnes. Chaque relation que j'ai est scrutée par la presse. Chaque erreur que je fais est amplifiée, analysée et utilisée contre moi. Émilie pensa à ses propres problèmes, les prêts étudiants, l'appartement exigu, l'incertitude quant à l'avenir et réalisa que, bien qu'ils soient difficiles, ils étaient aussi fondamentalement privés. Personne n'observait chacun de ses mouvements, ne jugeait chacune de ses décisions, n'attendait qu'elle échoue. Est-ce pour ça que tu n'as jamais été marié? Demanda-t-elle. Elle. Parce que tu ne peux pas faire confiance aux motivations des gens? Le sourire d'Ethan était teinté de regret, en partie, mais aussi parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a donné envie de prendre ce risque. La façon dont il la regardait en disant cela fit bondir le cœur d'Émilie. Elle prit une grande gorgée de saké pour masquer sa confusion. Ok, à mon tour encore, dit Ethan. Quel est ton plus grand rêve? Si l'argent n'était pas un obstacle, que ferais-tu de ta vie? Émilie n'hésita pas. Je créerais ma propre entreprise. Planification d'événements, mais de la vraie planification d'événements, pas juste servir des boissons aux fêtes des autres. Je me spécialiserai dans les mariages et les retraites d'entreprise. M'étendrai-je aux événements à destination. J'ai un plan d'affaires complet élaboré. Je le peaufine depuis 3 ans. Qu'est-ce qui t'en empêche? Le capital de démarrage, dit Émilie simplement. Il me faudrait au moins 50 000 $ pour commencer correctement, licence commerciale, assurance, marketing initial, équipement, assez de fonds pour survivre la première année pendant que je construis une base de clients. J'ai environ 8 000 $ économisés. 50 000 $ ce n'est pas tant que ça, dit Ethan pensivement. Emily Ritt. Facile à dire pour toi. Pour moi, ça pourrait aussi bien être 50 millions. As-tu envisagé des investisseurs? Qui investirait dans quelqu'un sans historique ni relation? Émilie secoua la tête.
Io liveroi eventualmente. Ça prendra juste plus de temps que je ne le voudrais. Ethan l'étudiait avec cette expression intense à nouveau. Parle-moi de ton plan d'affaires. Pendant l'heure suivante, alors qu'ils terminaient leur repas, Emily se retrouva à expliquer sa vision en détail. Ethan posa des questions intelligentes, offrit des suggestions, et sembla sincèrement intéressé par ses idées. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un prenait ses aspirations professionnelles au sérieux, et elle se retrouva à parler plus ouvertement qu'elle ne l'avait fait avec qui que ce soit depuis des mois. « Tu as vraiment bien réfléchi à tout ça », dit Ethan quand elle eut fini. « As-tu envisagé de commencer plus petit ? Être gérer des événements pour des entreprises plus petites, construire une réputation de cette manière ? J'ai essayé, admit Emily. Mais la plupart des petites entreprises gèrent leurs propres événements, ou elles n'ont pas les moyens de payer un planificateur professionnel. Et les grandes entreprises ont déjà des relations avec des firmes établies. C'est un cercle vicieux. J'ai besoin d'expérience pour obtenir des clients, mais j'ai besoin de clients pour obtenir de l'expérience. Et si je pouvais aider avec ça ? L'estomac d'Emily se noie. Ethan, non. Je t'ai dit que je ne suis pas un cas de charité. Ce n'est pas ce que je suggère, dit Ethan rapidement. Je parle d'une opportunité commerciale légitime. Grayson Enterprise organise des dizaines d'événements chaque année. Réunion du conseil, dîner avec les clients, lancement de produits, fête de fin d'année. Nous engageons généralement des firmes externes pour gérer la planification. Emily le fixa. Tu m'offres un emploi ? Je t'offre une chance de faire tes preuves, corrigea Ethan. Nous avons un dîner d'appréciation des clients dans 2 semaines. Pas énorme, environ 50 personnes, mais de haut profil. Si tu peux réussir ça avec succès, je serai ravi de te recommander à d'autres entreprises de notre réseau. Le cœur d'Emily battait la chamade. C'était exactement le genre d'opportunité dont elle rêvait, mais le timing ne pouvait pas être pire. Ethan, je ne peux pas accepter ce genre de faveur de ta part. Pas pendant que nous sommes. Quoi que ce soit que nous faisons. Pourquoi pas ? Parce que ça compromet tout. Si les gens découvrent notre arrangement, ils supposeront que tout succès commercial que j'ai est parce que je couche avec toi. Est-ce que tu couches avec moi ? Demanda Ethan, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit rougir les joues d'Emily. Tu sais ce que je veux dire. Dit-elle rapidement. Les gens supposeront. Alors, nous ne leur disons pas, dit Ethan simplement. Pour ce que tout le monde sait, Emily Carter, planificatrice d'événements extraordinaires, a soumis une proposition et a remporté le contrat sur ses mérites. Emily voulait dire oui, plus qu'elle n'avait jamais voulu quoi que ce soit dans sa vie. Mais accepter semblait franchir une ligne qu'elle n'était pas sûre de pouvoir retraverser. J'ai besoin d'y réfléchir, dit-elle finalement. C'est juste, dit Ethan. Mais Emily, tu es douée pour ça. Vraiment douée. Ne laisse pas la peur t'empêcher de quelque chose que tu as mérité. Ils restèrent assis en silence confortable pendant un moment, le poids de leurs révélations respectives s'installant entre eux. Emily réalisa que quelque part entre le sashimi et l'oursin, Ethan avait cessé d'être juste un client pour elle. Il était devenu. Elle n'était pas sûre de quoi. Pas exactement un ami, mais plus un étranger non plus. Quelqu'un de dangereux. Alors, dit Ethan, brisant le silence, prête pour ta prochaine leçon pour être ma fiancée ? Quoi d'autre ? Le sourire d'Ethan était presque malicieux. Faire du shopping pour une bague de fiançailles. Emily faillit s'étouffer avec son eau. Je suis désolé. Quoi ? Réfléchis-y, dit Ethan raisonnablement. Sophia s'attendra à voir une bague. Probablement une bague très coûteuse, connaissant ses attentes. Ethan, je ne peux pas porter un bijou inestimable dans la ville. Et si je le perds ? Et si je me fais agresser ? Nous prendrons une assurance, dit Ethan d'un ton désinvolte. De plus, si nous voulons convaincre les gens que nous sommes fiancés, nous devons avoir l'air du rôle. Alors qu'il quittait le restaurant, la main d'Ethan se posant naturellement au creux de son dos pour la guider vers la rue, Emily réalisa que ses fausses fiançailles devenaient plus réelles à chaque heure. Et c'était absolument la chose la plus terrifiante de toutes. La Tesla noire attendait au bord du trottoir. Et alors qu'Ethan ouvrait sa porte, Emily attrapa son reflet dans la vitre. Pendant un instant, elle ressemblait à la sorte de femme qui appartenait au monde d'Ethan Grayson. La question était, voulait-elle cela ? Tiffany, Co. Fifth Avenue. 15H45. Emily était passée devant Tiffany, Co. des centaines de fois pendant ses années à New York, mais elle n'y avait jamais mis les pieds. Les boîtes bleues emblématiques dans les vitrines étaient comme des artefacts d'un autre monde magnifique, intouchables, et complètement hors de sa portée. Maintenant, alors qu'Ethan tenait la lourde porte en verre ouverte pour elle, elle se sentait comme une imposture sur le point d'être démasquée à tout moment. L'intérieur était exactement comme elle l'avait imaginé. Des vitrines blanches immaculées remplies de trésors scintillants, un éclairage doux qui faisait tout briller comme de la lumière d'étoiles capturées, et une atmosphère de révérence feutrée qui lui donnait envie de chuchoter. Les vendeurs se déplaçaient avec la grâce exercée de danseurs de ballet,
chacun impeccablement vêtu et rayonnant de la confiance qui vient de manipuler des objets valant plus que les salaires annuels de la plupart des gens. Monsieur Grayson, un homme distingué aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants s'approcha d'eux immédiatement. Quelle merveilleuse surprise! Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui? Bonjour, Michael, répondit Ethan chaleureusement. Je voudrais vous présenter ma fiancée, Emily Carter. Nous cherchons une bague de fiançailles. Le sourire professionnel de Michael devint sincèrement chaleureux lorsqu'il se tourna vers Emily. Mademoiselle Carter, félicitations. C'est un moment tellement excitant. Veuillez me suivre jusqu'à notre salon de visionnage privé, où nous pourrons vous accorder toute notre attention. Alors qu'il suivait Michael à travers le magasin, Emily aperçut des étiquettes de prix qui firent se nouer son estomac. Un simple bracelet tennis coûtait plus que l'hypothèque de ses parents. Une paire de boucles d'oreilles en diamant était plus chère que ses prêts étudiants. Elle était définitivement hors de son élément. Le salon de visionnage privé était une oasis de cuir couleur crème et d'éclairage doux, avec un grand miroir et des sièges confortables qui coûtaient probablement plus cher que son loyer mensuel. Michael leur fit signe de s'asseoir pendant qu'ils disparaissaient pour rassembler des options. « Ça va ?» demanda Ethan doucement, remarquant son expression de biche effarouchée. « On dirait que tu vas t'enfuir. »« Je pourrais, » admit Emily. « Ethan, je ne peux pas porter quelque chose qui coûte plus cher qu'une maison. Et s'il arrive quelque chose ? » « Il n'arrivera rien, » dit Ethan fermement. « Et même s'il arrivait quelque chose, c'est pour ça qu'il y a l'assurance. Tu n'arrêtes pas de dire ça, mais je n'ai jamais possédé quelque chose d'assez précieux pour être assuré. Je n'ai même pas d'assurance locataire. » Ethan sembla sincèrement choqué. « Tu n'as pas d'assurance locataire ? C'est une autre dépense mensuelle que je ne peux pas vraiment me permettre, » dit Emily sur la défensive. « Je fais attention à mes affaires. Nous allons te prendre une assurance locataire, » dit Ethan immédiatement. « Ethan, ce n'est pas de la charité. C'est du bon sens. Et s'il y a un incendie, un cambriolage ? Tu perdrais tout. » Avant qu'Emily puisse argumenter davantage, Michael revint avec plusieurs plateaux de velours noir qu'il posa sur la table avec un soin cérémonieux. Le souffle d'Emily se coupa. Même dans la lumière douce, les diamants brillaient d'un feu intérieur qui semblait presque vivant. « Maintenant, » dit Michael, s'installant dans son fauteuil avec un plaisir évident, « parlons de ce qui vous parle. Préférez-vous l'élégance classique, le glamour vintage, ou quelque chose de plus contemporain ?» Emily fixa la rangée de bagues, chacune plus éblouissante que la précédente. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai jamais vraiment pensé aux bagues de fiançailles avant. C'est tout à fait normal, assura Michael. Beaucoup de futurs mariés sont submergés par les choix. Pourrions-nous commencer par quelques bases. Comment est votre style de vie? Êtes-vous très active? Travaillez-vous avec vos mains? Je travaille dans la planification d'événements, dit Emily, retombant sur leur histoire de couverture établie. Donc, j'ai besoin de quelque chose qui ne s'accroche pas au tissu ou qui ne gêne pas quand je prépare des lieux. Excellent. Cela suggère quelque chose avec un profil plus bas, être un sertissage à griffe ou à canal. Michael souleva une bague du premier plateau. Voici un solitaire classique dans un sertissage en platine. 2 carats, coupe excellente, clarté Vevesson. Il la glissa sur le doigt d'Emily, et elle fixa avec émerveillement. Le diamant captait la lumière et la renvoyait en fragments arc-en-ciel qui dansaient sur les murs. C'était magnifique, mais c'était aussi massif, le genre de bague qui criait « Regardez-moi » de l'autre côté d'une pièce. C'est magnifique, dit Emily diplomatiquement, mais être un peu grand pour un port quotidien. Ethan étudiait sa main avec une expression indéchiffrable. « Qu'en penses-tu » demanda Michael. « Je pense qu'Emily devrait choisir ce qui la met à l'aise, » dit Ethan, ce qui était exactement la bonne réponse mais semblait curieusement décevant. Michael leur montra bague après bague. Un sertissage inspiré du vintage avec de petits diamants entourant une pierre centrale, un design moderne avec un diamant serti dans une bande torsadée, une pierre taillée en émeraude dans un sertissage. Art déco, qui semblait appartenir à un film des années 1920. Chacune était plus belle que la précédente, et Emily se retrouva réellement partagée entre plusieurs options. « Vous savez, » dit Michael pensivement, « nous avons une autre option qui pourrait vous intéresser, elle ne fait pas partie de notre collection régulière. » Il disparut à nouveau et revint avec une seule bague dans une boîte simple. La bague était parfaite dans sa simplicité. Un diamant rond et brillant, être 1,5 carat, serti dans une fine bande de platine avec de minuscules diamants nichés sur les côtés. C'était élégant sans être ostentatoire, classique sans être ennuyeux, sophistiqué sans être intimidant. « Oh » souffla Emily, alors que Michael glissait la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour sa main. La pierre centrale fait 1,3 carats, expliqua Michael. Coupe excellente, couleur D, clarté FL essentiellement sans défaut. Le sertissage est en platine avec 24 diamants d'accent totalisant environ un demi-carat. Elle vient en fait de notre collection sur mesure. Elle a été faite pour une autre cliente,
qui a changé d'avis sur le sertissage, Emily ne pouvait pas arrêter de regarder sa main. La bague avait du poids mais n'était pas lourde, remarquable mais pas écrasante. C'était le genre de bague qu'elle aurait choisi pour elle-même si elle vivait dans un monde où de tels choix étaient possibles. « Qu'en penses-tu » demanda Ethan, et quand Emily leva les yeux, elle fut surprise par l'intensité de son expression. « Je pense que c'est parfait, dit-elle honnêtement. »« Alors, c'est celle-là » dit Ethan immédiatement. « Excellent choix, Rihanna Michael. Permettez-moi juste de vérifier la taille. »« Oui, c'est parfait. Dois-je l'emballer pour vous ?»« En fait, » dit Ethan, « elle la portera en sortant. » Le cœur d'Emily bondit. La porter en sortant rendait cela soudainement, incroyablement réel. « Ethan, es-tu sûr ?»« Et si ?»« Et si rien ?» dit Ethan fermement. « Tu es ma fiancée. Tu devrais porter ta bague de fiançailles. » Michael commença à expliquer la police d'assurance et les instructions d'entretien pendant qu'Emily restait assise, hébétée, fixant la bague à son doigt. Le diamant captait la lumière à chaque mouvement de sa main, envoyant des étincelles de feu à travers la pièce. C'était la chose la plus belle qu'elle ait jamais possédée, et ce n'était même pas vraiment à elle. Le total s'élève à 68 000 $, dit Michael alors qu'Ethan lui tendait sa carte American Express noire sans même regarder le prix. Emily se sentit défaillir. Le revenu annuel combiné de ses parents était à peine le double. Ethan venait de dépenser plus pour un bijou que la plupart des gens dépensent pour une voiture. Les informations d'assurance seront envoyées à votre bureau demain, continua Michael. Et, bien sûr, si vous avez besoin d'ajustements ou avez des préoccupations, n'hésitez pas à appeler. Alors qu'il se préparait à partir, Emily se vit dans l'un des miroirs. La bague transformait toute sa main, rendant ses doigts plus élégants, ses ongles plus soignés, ses gestes plus gracieux. C'était incroyable comment un seul bijou pouvait changer autant de choses. « Merci, Michael » dit Ethan, serrant la main de l'homme plus âgé. « Comme toujours, un service exceptionnel. »« Mon plaisir, Monsieur Grayson. » Et Mademoiselle Carter, félicitations encore. Vous avez choisi une bague vraiment exquise. Dehors sur la 5e avenue, Emily avait l'impression de marcher dans un rêve. La bague captait la lumière du soleil de l'après-midi et projetait des arcs-en-ciel sur le trottoir. Les passants la remarquaient. Elle surprit plusieurs femmes regardant sa main avec une envie évidente. « Comment te sens-tu » demanda Ethan alors qu'il marchait vers sa voiture. « Terrifié, admit Emily. Je porte plus d'argent que je n'en ai jamais vu en un seul endroit. Et si quelqu'un essayait de me voler ? » Personne ne va te voler, dit Ethan, mais il se rapprocha protectivement de son côté. De plus, tu dois t'habituer à porter des bijoux coûteux. Sophia remarquera définitivement si ta bague de fiançailles ne répond pas à ses standards. Ils s'installèrent dans la Tesla, et Ethan s'inséra dans la circulation avec l'assurance facile de quelqu'un qui n'avait jamais eu à s'inquiéter des contraventions de stationnement ou des zones de remorquage. Emily ne pouvait pas arrêter de regarder la bague à son doigt, tournant sa main pour capter la lumière qui passait par les fenêtres. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit Emily alors qu'il s'arrêtait à un feu rouge. « Bien sûr. Pourquoi n'as-tu jamais offert une bague comme celle-ci à quelqu'un pour de vrai ? Je veux dire, tu as dû avoir des relations sérieuses avant. » Ethan resta silencieux un long moment, ses mains serrant le volant un peu plus fort. « J'ai eu des relations, dit-il finalement, mais rien qui semblait durable. Rien qui semblait valoir le risque de tout. Que veux-tu dire, risquer tout ? Le mariage, surtout dans ma position, ne concerne pas seulement 2 personnes, expliqua Ethan. Il s'agit de fusionner des vies, des familles, des intérêts commerciaux. Un divorce pourrait me coûter la moitié de mon entreprise, et cette entreprise emploie des milliers de personnes. Je ne pourrais pas prendre ce risque à moins d'être absolument certain. Emily assimila cela. Donc, tu n'as jamais été amoureux ? Vraiment amoureux ? Ethan la regarda, quelque chose d'indéchiffrable vacillant dans son expression. J'ai pensé que je l'étais, une fois. Elle s'appelait Olivia. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans. Que s'est-il passé ? J'ai découvert qu'elle transmettait des informations sur mes affaires commerciales à son ex-petite amie, qui travaillait pour l'un de mes plus grands concurrents, dit Ethan platement. Elle ne s'intéressait pas à moi. Elle s'intéressait au profit du délit d'initié. C'est horrible, dit Emily doucement. Je suis désolé. C'était une bonne leçon, dit Ethan, mais elle pouvait entendre la vieille douleur dans sa voix. Ça m'a appris à être plus prudent sur qui je fais confiance. Ils roulèrent en silence confortable pendant un moment, Manhattan défilant devant les fenêtres dans un flou de verre et d'acier. Emily se demanda ce que cela ferait d'être vraiment fiancée à Ethan Grayson, d'avoir cette bague représenter quelque chose de réel au lieu d'une mascarade élaborée. Où allons-nous maintenant ? demanda-t-elle alors qu'Ethan tournait sur la FDR Drive. Chez moi, dit Ethan. Si nous allons dans les Hamptons ce week-end, tu dois voir comment je vis. De plus, nous devrions probablement pratiquer des choses de couple. L'estomac d'Emily fit un petit bond. Des choses de couple ? Se tenir la main sans avoir l'air gêné. Des contacts occasionels.
La manière dont les couples interagissent quand ils sont à l'aise l'un avec l'autre, expliqua Ethan. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait qu'il était aussi nerveux à ce sujet qu'elle l'était. Sophia surveillera les signes que nous faisons semblant. D'accord, dit Emily, essayant de sembler plus confiante qu'elle ne l'était. Pratiquer. Ça a du sens. Ethan vivait dans un penthouse dans l'Upper East Side, ce qu'Emily aurait dû prévoir mais auquel elle ne s'était pas préparée. L'immeuble était l'un de ces monuments d'avant-guerre à la richesse et au privilège, avec un portier qui salua Ethan par son nom et un ascenseur qui nécessitait une clé pour accéder au dernier étage. Monsieur Grayson, dit le portier avec une chaleur sincère. Bon après-midi, et félicitations pour vos fiançailles. La nouvelle est partout dans page 6 aujourd'hui. Le sang d'Emily se glaça. Page 6. Merci, Robert, dit Ethan avec aisance. Emily, voici Robert Thompson. Il s'occupe de cet immeuble depuis 15 ans. Robert, ma fiancée, Emily Carter. Un plaisir de vous rencontrer, mademoiselle Carter, dit Robert avec une révérence courtoise. Nous sommes tous très excités d'avoir une future madame Grayson dans l'immeuble. Dans l'ascenseur, Emily attrapa le bras d'Ethan. Page 6. Nous sommes dans page 6. Relax, dit Ethan, mais elle remarqua qu'il vérifiait son téléphone. C'est probablement juste une brève mention. Sophia ou quelqu'un à la fête hier soir a dû appeler. L'ascenseur s'ouvrit directement dans le penthouse d'Ethan, et la mâchoire d'Emily tomba. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur Central Park, remplissant l'espace de lumière dorée de l'après-midi. Les meubles étaient modernes mais confortables, coûteux mais pas ostentatoires. Des œuvres d'art qu'elle soupçonnait être originales étaient accrochées au mur, et tout était arrangé avec le genre de perfection décontractée qui nécessitait beaucoup d'argent pour être réalisé. C'est... Commença Emily, puis s'arrêta. Tu vis ici seul? La plupart du temps, dit Ethan, posant ses clés sur une table qui valait probablement plus que sa voiture. Parfois, j'ai des associés d'affaires qui restent dans la chambre d'amis quand ils sont en ville. Emily marcha jusqu'aux fenêtres, regardant le parc s'étendre en dessous comme un tapis vert. La West Incroyable. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté cet endroit, dit Ethan, la rejoignant à la fenêtre. J'ai grandi dans le Connecticut, et les espaces verts me manquaient. Où dans le Connecticut? Greenwich. Mes parents y vivent encore. L'expression d'Ethan devint compliquée. En fait, c'est quelque chose dont nous devrions probablement discuter. Ils vont vouloir te rencontrer, surtout une fois que la nouvelle des fiançailles se répandra. Emily sentit une autre vague de panique. Tes parents? Ne t'inquiète pas, dit Ethan rapidement. Ils ne sont pas comme les Langley. Ma mère est en fait adorable. Elle était enseignante avant d'épouser mon père. Et mon père, malgré son succès en affaires, est assez terre à terre. Ethan, je ne peux pas rencontrer tes parents, dit Emily désespérément. Et s'ils posent des questions sur ma famille, mon passé? Et s'ils veulent planifier un mariage? Nous gérerons ça quand ça arrivera, dit Ethan, mais il semblait inquiet. Pour l'instant, concentrons-nous sur ce week-end et le dîner chez les Langley. Ethan lui fit visiter l'appartement, la cuisine gastronomique qui semblait sortie d'un magazine, la bibliothèque avec des étagères du sol au plafond, la chambre principale avec une vue sur la ville qui ne devait jamais lasser. Tout était magnifique et parfait et complètement intimidant. Puis-je t'offrir quelque chose à boire? Demanda Ethan alors qu'il s'installait dans le salon. Du vin, du café, de l'eau? Du vin, ça semble bien, dit Emily, ayant besoin de quelque chose pour calmer ses nerfs. Ethan disparut dans la cuisine et revint avec une bouteille de vin rouge qui coûtait probablement plus cher que son pass Metro-North mensuel. Alors qu'il l'ouvrait avec une aisance pratiquée, Emily l'étudia dans son environnement naturel. Il se déplaçait avec confiance ici, clairement à l'aise dans cet espace qu'il avait créé pour lui-même. Alors, dit Ethan, lui tendant un verre, prête pour ta première leçon pour être ma fiancée? Emily prit une grande gorgée de vin, qui était, elle devait l'admettre, le meilleur vin qu'elle ait jamais goûté, et tenta de paraître plus courageuse qu'elle ne l'était. Qu'as-tu en tête? Eh bien, dit Ethan, s'installant sur le canapé à côté d'elle, plus près qu'il ne l'avait été auparavant, les couples fiancés sont à l'aise avec un contact physique décontracté, ils s'assoient près l'un de l'autre. Ils se touchent sans y penser. Emily était hyper consciente de la chaleur émanant de son corps, du parfum subtil de son eau de Cologne, de la manière dont sa présence semblait remplir l'espace autour d'elle. D'accord, dit-elle, sa voix légèrement essoufflée. Ethan tendit la main et prit sa main, celle qui portait la bague de fiançailles, et entremêla leurs doigts. Comme ça, dit-il doucement. Natural, comfortable. Emily fixa leurs mains jointes. La sienne était plus grande que la sienne, avec de longs doigts et des callosités qui suggéraient qu'il faisait plus que s'asseoir derrière un bureau toute la journée. Le contraste entre sa main et la bague délicate à son doigt était, d'une certaine manière, incroyablement intime. Ça semble, commença-t-elle, puis s'arrêta. Ça semble quoi? Demanda Ethan, et quand elle leva les yeux, elle réalisa qu'il était beaucoup plus proche qu'elle ne l'avait pensé. Réel,
murmura Émilie. Quelque chose changea dans l'expression d'Ethan, une intensité qui fit accélérer son pouls. Pendant un instant, elle pensa qu'il pourrait l'embrasser, et la partie terrifiante était qu'elle voulait qu'il le fasse. Au lieu de cela, il s'éclaircit la gorge et se recula légèrement. « Bien, » dit-il, sa voix plus rauque que d'habitude. « C'est exactement ce que nous visons. » Le téléphone d'Émilie vibra avec un texto, brisant le charme. Elle y jeta un coup d'œil et sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Ethan, remarquant son expression. Émilie lui montra le téléphone. Le texto venait de sa colocataire Sarah. « Fille, tu dois m'appeler tout de suite. Tu es dans les blocs de potins, et mon téléphone explose avec des gens qui demandent si tu es vraiment fiancé à Ethan Grayson. Comment les gens savent-ils même qui je suis ?» demanda Émilie faiblement. Ethan consultait déjà page 6 sur son téléphone. Son expression devint sombre en lisant. « Ils ont ton nom, ton âge, et le fait que tu travailles dans les événements d'entreprise. Quelqu'un a fait ses devoirs rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ça veut dire, » dit Ethan lentement, « que notre petite mascarade est devenue beaucoup plus publique que prévu. » Le téléphone d'Émilie sonna. L'identifiant de l'appelant montrait le numéro de sa mère. « Oh non » souffla Émilie. « Mes parents vont voir ça. »« Réponds » dit Ethan doucement. « Dis-leur que tu les rappelleras plus tard pour tout expliquer. » Émilie répondit au téléphone avec des mains tremblantes. « Salut, maman. » Émilie Jane Carter, la voix de sa mère retentit haut et clair. « Tu ferais mieux de commencer à expliquer pourquoi Madame Lopez d'à côté vient de m'appeler pour me dire que ma fille est fiancée à un milliardaire, et que c'est partout sur Internet. » Émilie ferma les yeux. « Maman, je peux expliquer, mais es-tu enceinte ?» interrompit sa mère. « Est-ce pour ça que tu te précipites dans un mariage avec quelqu'un que nous n'avons jamais rencontré ?»« Je ne suis pas enceinte, maman, » dit Émilie rapidement. « Et nous ne nous précipitons sur rien. Je dois te rappeler plus tard, d'accord ? Je promets de tout expliquer. Émilie. Yeye time. Maman. Je t'appellerai ce soir. » Émilie raccrocha avant que sa mère ne puisse protester davantage. Ethan la regardait avec sympathie. « C'était si grave que ça ? » « Elle pense que je suis enceinte, » dit Émilie misérablement. « Et elle appelle probablement mon père en ce moment, et il doit faire une crise cardiaque parce que sa petite fille épouse quelqu'un d'assez riche pour figurer dans Forbes. »« Que veux-tu faire ?» demanda Ethan. Émilie regarda autour du penthouse, la bague de fiançailles à son doigt, l'homme qui était devenu, d'une manière ou d'une autre, le centre d'une tempête qu'elle n'était pas sûre de pouvoir affronter. Il y a 24 heures, son plus gros problème était de savoir si elle pouvait se permettre de remplacer son ordinateur portable cassé. Maintenant, elle était faussement fiancée à l'un des célibataires les plus convoités de New York, son visage était probablement partout sur les réseaux sociaux, et ses parents pensaient qu'elle était enceinte. « Je veux, » dit Émilie lentement, « un autre verre de ce vin, et ensuite je veux que tu m'apprennes tout ce que j'ai besoin de savoir pour survivre au dîner avec les Langlais sans nous humilier tous les deux. » Ethan saw it. Et pour la première fois depuis que cette folle aventure avait commencé, Émilie pensa qu'elle pourrait réellement y arriver. « Marché conclu, » dit Ethan, remplissant son verre. « Mais d'abord, nous devons trouver une histoire pour tes parents, parce que s'ils sont comme les miens, ils vont vouloir me rencontrer très bientôt. » Émilie gémit et enfouit son visage dans ses mains. La bague de fiançailles captait la lumière même dans cette position, lui rappelant qu'il n'y avait pas de retour en arrière maintenant. Elle était pleinement engagée, qu'elle soit prête ou non. Le pantouse d'Ethan, plus tard dans la soirée, le vin avait aidé, mais pas assez. Émilie était assise, recroquevillée sur le canapé incroyablement confortable d'Ethan. Son téléphone mis en mode silencieux après le 15e appel de numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Apparemment, la nouvelle des fiançailles d'Ethan Grayson était plus importante qu'aucun d'eux ne l'avait prévu. « Comment tiens-tu le coup ?» demanda Ethan, s'installant à côté d'elle avec son propre verre de vin. Il avait desserré sa cravate et retroussé ses manches, ce qui le rendait plus humain, et, d'une certaine manière, plus dangereux à la fois. « J'ai connu mieux, » admit Émilie, tordant inconsciemment la bague de fiançailles autour de son doigt. « Mon téléphone n'arrête pas de sonner. » Sarah panique. Mes parents sont confus et inquiets. Et apparemment, 3 blocs de potins différents veulent des interviews exclusives sur notre romance éclair. Ethan Grimacha. Je suis désolé. Jauraj Douant Sepirs. Quand on est sous les feux de la rampe, même une petite nouvelle devient une grande nouvelle très rapidement. Une petite nouvelle ? Émilie rit, mais il n'y avait pas beaucoup d'humour dedans. Ethan, je ne suis personne. Je sers des boissons aux fêtes et je donne des cours d'algèbre à des adolescents. Pourquoi quelqu'un se soucie-t-il de savoir avec qui tu te maries ? Parce que, dit Ethan prudemment, la plupart des gens dans ma position se marient dans leur cercle social. Les médias adorent une histoire de Cendrillon, même quand elle n'est pas réelle. L'ironie n'échappa pas à Émilie. Si seulement il savait à quel point c'était proche de la vérité. En parlant de pas réel, dit Émilie, nous devons décider ce que nous allons dire aux gens quand ils demanderont des détails. Ton assistante a appelé pendant que tu étais dans la cuisine.
Apparemment, 3 magazines différents veulent faire des séances photos de fiançailles, et quelqu'un de l'émission Today Show veut nous interviewer la semaine prochaine. Ethan faillit s'étouffer avec son vin. De Today Show? C'est ce que Lorraine a dit. Elle a passé l'après-midi à gérer les appels. Emily consulta les notes qu'elle avait prises sur son téléphone. Aussi, ta mère a appelé. Elle veut déjeuner demain pour faire connaissance avec sa future belle-fille. Et ton père veut nous emmener dîner ce week-end pour célébrer. Ça devient compliqué très vite, murmura Ethan, passant sa main dans ses cheveux. Compliqué? Emily se leva et commença à faire les 100 pas dans le salon, l'énergie nerveuse l'empêchant de rester assise. Ethan. C'est complètement hors de contrôle. Nous avons accepté de duper Sophia Langlais pour un dîner. Maintenant, la moitié de New York pense que nous allons nous marier, tes parents veulent me rencontrer, et les médias nationaux veulent nous interviewer sur notre fausse relation. Ethan la regarda faire les 100 pas, son expression pensive. Et si nous ne faisions pas semblant? Emily s'arrêta en plein milieu d'un pas. Quoi? Et si nous ne faisions pas semblant? Répéta Ethan, se levant pour lui faire face. Et si nous essayions vraiment? Emily le fixa comme s'il avait perdu la tête. Es-tu sérieux en ce moment? Réfléchis-y, dit Ethan, se rapprochant. Nous nous entendons bien. Nous sommes attirés l'un par l'autre. Ne fais pas semblant de le nier, j'ai senti la chimie tout à l'heure quand nous pratiquions le comportement de couple. Nous pourrions nous aider mutuellement. Nous aider mutuellement. Comment? J'ai une fiancée qui n'en veut pas à mon argent, quelqu'un d'intelligent et de sincère qui me défie. Tu obtiens une sécurité financière, l'accès à des opportunités de réseautage qui pourraient lancer ton entreprise, et tu n'as plus jamais à t'inquiéter des prêts étudiants ou du loyer. Emily eut l'impression que l'air avait été aspiré hors de la pièce. Tu parles d'un arrangement commercial. Je parlais d'un partenariat, corrigea Ethan. Emily, j'ai appris plus sur moi-même ces 2 derniers jours que ces 2 dernières années. Tu me fais penser différemment, ressentir différemment. Être que ça vaut la peine d'explorer. Ethan, la voix d'Emily n'était qu'un murmure, tu ne me connais même pas. Pas vraiment. Alors laisse-moi te connaître, dit Ethan, prenant ses mains. Vraiment te connaître. Nous sommes censés passer le week-end ensemble de toute façon. Et si nous utilisions ce temps pour voir si ça pourrait vraiment marcher? L'esprit d'Emily était en ébullition. La partie rationnelle de son cerveau criait que c'était insensé, on n'épouse pas quelqu'un qu'on connaît depuis 2 jours, peu importe à quel point il est attirant ou prospère. Mais une autre partie d'elle, une partie qu'elle ne faisait pas entièrement confiance, était intriguée par la possibilité. Et l'amour? Demanda-t-elle doucement. Les mains d'Ethan se resserrèrent sur les siennes. Quoi, l'amour? Ne veux-tu pas épouser quelqu'un que tu aimes? Quelqu'un qui t'aime en retour? Ethan resta silencieux un long moment. Je pensais autrefois que l'amour était essentiel, dit-il finalement. Mais j'ai vu trop de mariages construits sur l'amour s'effondrer quand la réalité s'installe. La compatibilité, le respect, les bénéfices mutuels, ces choses dures. L'amour. L'amour peut s'effacer. Emily sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. C'est la chose la plus triste que j'ai jamais entendue. C'est pratique, dit Ethan, mais sa voix manquait de conviction. C'est déchirant, corrigea Emily. Ethan, quelque part là-dehors, il y a une femme qui t'aimera pour exactement qui tu es, pas pour ce que tu peux offrir. Ne veux-tu pas la trouver? Le rire d'Ethan était amer. Je pensais l'avoir trouvée, tu te souviens d'Olivia? J'étais prêt à faire ma demande, prêt à construire une vie avec elle. Regarde comment ça s'est terminé. Donc, une mauvaise relation signifie que tu abandonnes l'amour entièrement? Ça signifie que j'ai appris à être réaliste sur ce qui est réellement durable, dit Ethan. Emily, je t'offre quelque chose de réel. La sécurité, l'opportunité, une chance de construire la vie que tu veux sans lutter pour chaque dollar. Emily libéra ses mains et marcha jusqu'aux fenêtres, regardant les lumières scintillantes de la ville en contrebas. C'était une offre tentante, plus tentante qu'elle ne voulait l'admettre. Mais quelque chose à ce sujet semblait faux, comme si accepter signifiait abandonner une partie essentielle d'elle-même. Que se passe-t-il quand tu rencontres quelqu'un dont tu tombes vraiment amoureux? Demanda TL sans se retourner. Qu'est-ce qui te fait penser que je le ferais? Emily se tourna pour lui faire face. Parce que, malgré ce que tu penses, tu n'es pas aussi cynique que tu prétends l'être. Tu m'as acheté des vêtements aujourd'hui non pas parce que tu devais le faire, mais parce que tu voulais que je me sente confiante. Tu m'as défendu face à Sophia alors que tu aurais pu simplement suivre son snobisme. Tu as écouté mes idées d'affaires comme si elles comptaient vraiment pour toi. L'expression des temps était indéchiffrable. Être qu'elle compte pour moi. Acquiesça Emily. Mais ce n'est pas la même chose que l'amour, Ethan. Et un jour, quand tu rencontreras quelqu'un qui fait battre ton cœur juste en entrant dans une pièce, qui te fait rire sans essayer, qui te donne envie d'être une meilleure personne juste parce qu'elle existe dans ton monde, que deviendra notre arrangement pratique alors? Ethan ne répondit pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux, suggérant que ses mots avaient touché juste. Le téléphone d'Emily sonna à nouveau. Cette fois,
C'était son père. Et elle savait qu'elle ne pouvait plus l'éviter. Je dois prendre cet appel, dit-elle, acceptant l'appel. Salut, papa. Emily. La voix de son père était soigneusement contrôlée, ce qui était, d'une certaine manière, pire que s'il avait crié. Ta mère me dit que tu es fiancé à quelqu'un que nous n'avons jamais rencontré. Papa, je peux expliquer. Je suis sûr que tu peux, mais d'abord, je veux que tu me dises la vérité. Es-tu en difficulté? As-tu besoin d'aide? La gorge d'Emily se serra. Son père avait toujours été son protecteur, celui qui travaillait à double pour payer ses études universitaires, qui conduisait jusqu'à la ville dans son vieux pick-up chaque fois qu'elle avait besoin d'aide pour déménager ou qu'elle avait une crise. L'idée qu'il pense qu'elle pourrait être en danger et ne lui en avoir pas parlé le tuait clairement. Je ne suis pas en difficulté, papa, dit-elle doucement. Je suis juste, en train de comprendre certaines choses. Cet homme te traite-t-il bien? Demanda son père. Parce que s'il ne le fait pas, argent ou pas, il me traite très bien, dit Emily, jetant un coup d'œil à Ethan, qui faisait semblant de ne pas écouter tout en étant manifestement suspendu à chaque mot. Il est. C'est un homme bien. Quand pourrons-nous le rencontrer? Demanda son père. Parce que ta mère planifie déjà un dîner, et tu sais comment elle est quand elle a un projet. Emily ferma les yeux. Bientôt, papa, je te le promets. Mais pour l'instant, les choses sont un peu folles avec le travail. Et la planification du mariage? Ce n'était pas entièrement un mensonge. Les choses étaient définitivement folles. Promets-moi juste que tu fais attention, dit son père. Tuesday est intelligent, Emily, mais tu as un grand cœur. Et parfois, ça te fait faire confiance aux gens plus que tu ne devrais. Je te le promets. Papa. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Et Emily, si tu es heureuse, alors je suis heureux. Mais si cet homme te rend jamais malheureuse, tu m'appelles, compris? Compris? Après avoir raccroché, Ethan la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Ton père semble être un homme bien, dit-il doucement. Il l'est, dit Emily. C'est le meilleur homme que je connaisse. Il a travaillé à 2 emplois pour me mettre à l'université, n'a jamais râlé quand j'ai choisi une école coûteuse, ne m'a jamais fait sentir coupable de suivre mes rêves au lieu de rester à la maison et de me marier juste après le lycée comme certaines de mes amies l'ont fait. Et ta mère? Emily sourit malgré tout. Elle est merveilleuse aussi. Elle fait du bénévolat à la banque alimentaire locale, organise les collectes de fonds de l'église, fait la meilleure lasagne de Queens. Elle va t'adorer, ce qui fait partie du problème. Pourquoi est-ce un problème? Parce que quand ces fausses fiançailles se termineront, je vais devoir leur briser le cœur aussi, dit Emily simplement. Ils vont s'attacher à toi, à l'idée de toi, et ensuite je vais devoir expliquer pourquoi le mariage est annulé. Ethan resta silencieux un long moment. Et si ça ne se terminait pas? Ethan, commença Emily. Je suis sérieux, Emily. Et si nous essayons vraiment de faire marcher ça? Quel est le pire qui puisse arriver? Emily rit, mais il n'y avait aucun humour dedans. Le pire qui puisse arriver? Je tombe amoureuse de toi, et tu réalises que c'était une erreur. J'ai le cœur brisé, mes parents ont le cœur brisé, et je finis là où j'ai commencé, sauf que maintenant je sais exactement ce qui me manque. Ou, dit Ethan, se rapprochant, tu réalises que parfois les meilleures relations sont construites sur l'amitié et la compatibilité plutôt que sur une grande passion. Tu réalises que la sécurité et le partenariat peuvent être tout aussi épanouissants que l'amour. Crois-tu vraiment ça? Demanda Emily. L'hésitation d'Ethan fut une réponse suffisante. Le téléphone d'Emily sonna à nouveau. Cette fois, c'était Sarah, et Emily savait que sa colocataire ne lâcherait pas avant d'avoir des réponses. Je devrais prendre cet appel, dit Emily. Sarah fait exploser mon téléphone toute la journée. Emily. La voix de Sarah était si forte qu'Ethan pouvait probablement entendre chaque mot. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je rentre du travail, et il y a des reporters devant notre immeuble qui posent des questions sur toi et Ethan Grayson. Des reporters? Le sang d'Emily se glaça. Devant notre appartement? 3 d'entre eux, avec des caméras. Madame Liu du 4B s'éclate, leur donnant des citations sur quelle fille adorable et calme tu es. Emily ferma les yeux. Sarah, je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu que tout ça t'affecte. Oublie-moi. Est-ce que tu vas bien? Es-tu en sécurité? Parce que j'ai cherché ce type sur Google, et Emily, il est vraiment riche et vraiment beau et vraiment riche. Ai-je mentionné riche? J'ai remarqué, dit Emily sèchement. Alors, quelle est l'histoire? Est-ce réel? Es-tu vraiment fiancé à un milliardaire? Parce que si c'est le cas, j'ai quelques idées sur le menu du mariage. Emily regarda Ethan, qui l'observait avec ses yeux bleus intenses qui semblaient voir à travers elle. C'est compliqué, Sarah. Compliqué comment? Soit tu es fiancé, soit tu ne l'es pas. Je ne peux pas vraiment expliquer au téléphone. Peux-tu rester chez Tom ce soir? Je t'expliquerai tout demain. Je te le promets. Emily Jane Carter, tu me fais peur.
Dis-moi juste que tu es en sécurité et que ce n'est pas une situation à la Pretty Woman. Je suis en sécurité, dit Emily fermement. Je te le promets. Et ce n'est définitivement pas une situation à la Pretty Woman. D'accord. Mais j'attends une explication complète demain avec des détails. Tous les détails. Après qu'Emily eut raccroché, elle et Ethan restèrent assis en silence un moment. Le poids de la journée, des décisions, de la situation impossible qu'ils avaient créée pesait sur eux deux. Nous devrions probablement commencer à nous préparer pour ce week-end, dit Ethan finalement. Si nous voulons réussir, tu dois en savoir plus sur mon passé, ma famille, ma vie dans les Hamptons. Emily hocha la tête, bien qu'une partie d'elle se demandait s'il ne faisait que repousser l'inévitable crash. Parle-moi de ta maison là. Ce n'est pas énorme selon les standards des Hamptons, dit Ethan, ce qu'Emily soupçonnait signifiait qu'elle était toujours plus grande que n'importe quelle maison où elle était entrée, 3 chambres, 4 salles de bain, une terrasse donnant sur l'océan. Mon grand-père l'a acheté dans les années 1960 quand on pouvait encore avoir une propriété en bord de mer sans vendre un rein. Que font les gens dans les Hamptons? Demanda Emily. Je veux dire, pour s'amuser. Ethan sourit, et pour la première fois ce soir-là, son sourire atteignit ses yeux. Tu veux vraiment savoir? Vraiment. Eh bien, il y a la plage, évidemment. Nager, surfer si tu aimes ça. Il y a des restaurants incroyables, bien que la plupart nécessitent des réservations des semaines à l'avance, des galeries d'art, des dégustations de vin, des événements caritatifs. Beaucoup de gens se détendent simplement, lisent des livres sur la terrasse, organisent des barbecues avec des amis, jouent au tennis. Joues-tu au tennis? Mal, admit Ethan. Mais j'aime ça. Quand même. Pratiques-tu un sport? Emily rit. Est-ce que courir pour attraper le métro compte? J'ai fait de l'athlétisme au lycée, mais c'était il y a longtemps. Qu'as-tu fait d'autre au lycée? Demanda Ethan, s'installant confortablement sur le canapé. Emily se recroquevilla à l'autre bout du canapé, surprise par son intérêt sincère. En plus de l'athlétisme, j'étais dans le club de débat, ce qui explique probablement pourquoi je suis si argumentative. J'étais rédactrice en chef du journal de l'école, ce qui était à peu près aussi excitant que ça en a l'air. Je travaillais les week-ends dans un dîner local pour aider à payer les candidatures universitaires. Quelle était ta matière préférée? L'économie, dit Emily sans hésiter. J'aimais la façon dont elle expliquait le comportement humain à travers les chiffres et les modèles. Ça avait du sens pour moi d'une manière que les autres matières n'avaient pas. L'expression des temps était pensive. C'est en fait comme ça que j'aborde les décisions commerciales. Tout se résume à des modèles et des probabilités. Même les relations? Demanda Emily. Jusqu'à récemment, dit Ethan doucement. Ils parlèrent pendant 1 heure de plus, partageant des histoires sur leurs enfances, leurs rêves, leurs peurs. Emily apprit qu'Ethan avait voulu être biologiste marin avant d'accepter son destin dans l'entreprise familiale. Ethan apprit qu'Emily avait envisagé l'école de droit mais avait été découragée par le coût et la culture compétitive. Je devrais probablement rentrer chez moi, dit Emily quand elle remarqua qu'il était presque 22 heures. Tôt demain matin, et je dois encore trouver quoi dire à mes parents. Reste, dit Ethan soudainement. Le cœur d'Emily bondit. Rester? Dans la chambre d'amis, clarifia Ethan rapidement, bien que ses joues soient légèrement rouges. Il est tard, et avec des reporters potentiellement devant ton immeuble, ce serait être plus simple si tu restais ici ce soir. Emily y réfléchit. C'était pratique, se dit-elle. Purement pratique. D'accord, dit-elle. Mais je devrais emprunter quelque chose pour dormir. L'expression d'Ethan devint soudainement intense. Je te trouverai quelque chose. La chambre d'amis était magnifique, toute en couleur crème et éclairage doux, avec une salle de bain plus grande que la chambre d'Emily chez elle. Ethan lui avait donné un de ses t-shirts pour dormir, et alors qu'elle se changeait, elle attrapa son reflet dans le miroir. Le t-shirt tombait à mi-cuisse, et elle semblait différente, plus douce, d'une certaine manière, plus vulnérable. La bague de fiançailles captait la lumière de la salle de bain, lui rappelant qu'elle jouait un rôle dans une histoire dont elle ne savait pas comment finir. Quand elle sortit de la salle de bain, Ethan l'attendait dans le couloir avec des serviettes fraîches et une nouvelle brosse à dents. Tout ce dont tu as besoin devrait être là, dedans, dit-il, mais sa voix était plus rauque que d'habitude. Si tu as besoin d'autre chose, ma chambre est juste au bout du couloir. Merci, dit Emily doucement, pour tout ça. Je sais que je t'ai mis dans ce pétrin en acceptant de jouer le jeu, mais tu as été vraiment gentil avec tout. Ethan s'approcha, et le pouls d'Emily s'accéléra. Emily, à propos de ce que j'ai dit tout à l'heure, à propos d'essayer de rendre ça réel. Ethan, je sais que ça semble faux, continua-t-elle. Mais je ne peux pas arrêter de penser à quel point ça semble juste, à quel point tu sembles juste. Le souffle d'Emily se coupa. Il était si proche qu'elle pouvait voir les éclats d'argent dans ses yeux bleus, sentir le parfum subtil de son eau de Cologne. Pendant un instant, elle pensa qu'il pourrait l'embrasser, et elle n'était pas sûre de ce qu'elle ferait s'il le faisait. Au lieu de cela,
il tendit la main et replaça doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. Fais de beaux rêves, Emily. Bonne nuit, Ethan, murmura-t-elle. Dans la chambre d'Amy, Emily resta éveillée longtemps, fixant le plafond et pensant à tout ce qui s'était passé. Il y a 2 jours, elle était Emily Carter, planificatrice d'événements en difficulté avec plus de rêves que d'opportunités. Maintenant, elle était Emily Carter, fausse fiancée de l'un des célibataires les plus convoités de New York, portant une bague valant plus que la maison de ses parents, et dormant dans un penthouse donnant sur Central Park. La chose intelligente serait de mettre fin à tout ça maintenant, avant que ça ne devienne plus compliqué, dire à Ethan qu'elle appréciait l'offre mais ne pouvait pas continuer, rendre la bague. Et retourner à sa vie normale avant de s'enfoncer trop loin. Mais en tordant la bague de fiançailles autour de son doigt, Emily réalisa qu'elle était déjà trop impliquée. Qu'elle l'admette ou non, que ce soit intelligent ou non, elle tombait amoureuse d'Ethan Grayson, et c'était le développement le plus dangereux de tous. Le lendemain matin, Emily se réveilla avec l'odeur du café et de quelque chose qui pourrait être du bacon. Elle se dirigea vers la cuisine en portant le t-shirt d'Ethan et songeant de la veille, trouvant Ethan devant la cuisinière en pantalon de survêtement et un t-shirt usé de Georgetown qui le faisait paraître plus jeune et plus abordable. « Bonjour », dit-il, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule avec un sourire qui faisait des choses à son pouls. « J'espère que tu as faim. Tu cuisines ?» demanda Emily, surprise. « Je fais une omelette du tonnerre », dit Ethan avec fierté. « C'est à peu près l'étendue de mes compétences culinaires, mais je l'ai perfectionnée au fil des années. » Emily accepta la tasse de café qu'il lui tendit et prit une gorgée. C'était parfait fort, mais pas amé, avec juste une touche de crème. « Comment savais-tu comment je prends mon café ?»« Coup de chance, » dit Ethan, mais quelque chose dans son expression suggérait qu'il avait prêté plus d'attention à ses préférences qu'elle ne l'avait réalisé. Ils prirent le petit déjeuner ensemble à l'îlot de la cuisine, la lumière du matin filtrant par les fenêtres et rendant tout paisible et domestique. Il était facile de faire semblant dans des moments comme celui-ci qu'ils étaient un vrai couple partageant un matin tranquille ensemble. « Alors, » dit Ethan alors qu'il finissait de manger, « prête pour ton cours intensif sur les dynamiques sociales des Hamptons, y aura-t-il un test ?» demanda Emily. Le sourire d'Ethan était malicieux. « Oh, il y aura définitivement un test. Ce soir, au dîner chez les Langley. » L'estomac d'Emily se noua. « Ce soir ? Je pensais que c'était le week-end prochain. Sophia a appelé ce matin pendant que tu dormais, » dit Ethan d'un ton d'excuse. Elle l'a avancé. « Apparemment, elle est impatiente de mieux te connaître. » Emily enfouit son visage dans ses mains. « Je ne suis pas prête pour ça. »« Si, tu l'es, » dit Ethan fermement, tendant la main à travers l'îlot pour prendre ses mains. « Emily, tu es intelligente, drôle, gracieuse, et plus sincère que n'importe qui dans cette pièce ne le sera. Tu vas t'en sortir. Et si j'utilise la mauvaise fourchette? Et si je dis quelque chose de stupide? Et s'il découvre que je n'ai pas ma place là, bah? Alors, ils le découvrent, dit Ethan simplement, mais je ne pense pas qu'ils le feront. Et même s'ils le font, tu le géreras avec la même grâce que tu as géré tout le reste. » Emily baissa les yeux sur leurs mains jointes, sur la bague de fiançailles qui scintillait dans la lumière du matin. « Ethan, à propos de ce que tu as dit hier soir. »« Je le pensais, » dit Ethan doucement. « Tout ça. » Emily rencontra ses yeux, voyant la sincérité là, dedans, l'espoir, la vulnérabilité qu'il essayait de cacher. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir. »« Combien de temps ? » ?»« Je ne sais pas, » dit Emily honnêtement. « Ce week-end, peut être. Après que nous ayons passé le dîner chez les Langley et que je vois à quoi ressemble vraiment ton monde. » Ethan hocha lentement la tête. « C'est juste. Mais Emily, quoi que tu décides, je veux que tu saches que te rencontrer a changé quelque chose pour moi. Tu m'as fait me rappeler ce que ça fait d'être excité par l'avenir. » Le cœur d'Emily se serra. « Ethan, je sais que c'est beaucoup, » dit Ethan rapidement. « Je sais que toute cette situation est folle, mais peut-être que les meilleures choses dans la vie sont un peu folles. » Avant qu'Emily ne puisse répondre, le téléphone d'Ethan sonna. Il jeta un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant et grimaça. « C'est ma mère. » dit-il. « Je devrais probablement prendre cet appel. » Alors qu'Ethan répondait au téléphone et se dirigeait vers le salon pour plus d'intimité, Emily resta seule dans sa cuisine, entourée des attributs d'une vie qu'elle n'avait jamais imaginée pour elle-même. Par les fenêtres, elle pouvait voir Central Park s'étendant en contrebas, rempli de joggeurs, de promeneurs de chiens et de gens vivant leur vie normale. Était-ce ce qu'elle voulait? Cette belle cage de privilèges et d'attente? La sécurité était tentante, plus tentante qu'elle ne voulait l'admettre. Elle n'aurait plus jamais à s'inquiéter de l'argent, plus jamais à choisir entre payer le loyer et acheter des courses, plus jamais à stresser à propos des prêts étudiants ou de l'assurance maladie ou des 1000 petites angoisses qui avaient hanté sa vie d'adulte. Mais que sacrifierait-elle en échange? Son indépendance, ses rêves de construire quelque chose par elle-même, la possibilité de trouver un véritable amour avec quelqu'un qu'il aurait choisi non pas parce qu'elle était pratique, mais parce qu'il ne pouvait imaginer sa vie sans elle.
Ethan revint de son appel téléphonique, l'air légèrement sous le choc. « Tout va bien ?» demanda Emily. « Ma mère veut déjeuner avec toi aujourd'hui, » dit Ethan. Elle est excitée de rencontrer sa future belle-fille. L'estomac d'Emily se noua. « Aujourd'hui ? J'ai essayé de la repousser, mais on ne dit pas non à Margaret Grayson quand elle a décidé quelque chose, » dit Ethan d'un ton d'excuse. « Elle a réservé à Le Bernardin pour 13 heures. » « Le Bernardin ?» couina Emily. « Ethan, c'est l'un des restaurants les plus chers de la ville. C'est aussi le préféré de ma mère, » dit Ethan. « Écoute, je sais que c'est beaucoup demandé, mais elle est déjà suspicieuse de pourquoi je ne t'ai jamais mentionné avant. Si nous annulons le déjeuner, elle saura que quelque chose cloche. » Emily ferma les yeux et essaya de se recentrer. Déjeuner avec la mère d'Ethan dans l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. Ce soir, dîner avec les Langley. Ce week-end, les Hampton. C'était comme être jeté dans la partie profonde d'une piscine dans laquelle elle n'avait jamais appris à nager. « D'accord, dit-elle finalement. Mais tu me dois une autre virée shopping. Je ne peux pas rencontrer ta mère en portant les vêtements d'hier. » Le soulagement d'Ethan était visible. Marché conclu. Berdorf s'ouvre à 10 heures. Nous te trouverons quelque chose de parfait. Alors qu'il se préparait à partir, Emily se vit dans le miroir près de la porte d'entrée d'Ethan. La bague de fiançailles scintillait à son doigt, captant la lumière et projetant des reflets arc-en-ciel sur les murs. Pendant un instant, elle ressemblait à la sorte de femme qui appartenait au monde d'Ethan Grayson. La question était, voulait-elle cela? Au moment où ils atteignirent la rue, Emily avait pris une décision. Elle donnerait à ce week-end vraiment donner un essai honnête. Elle rencontrerait la mère d'Ethan, survivrait au dîner avec les Langley, passerait du temps dans sa maison des Hamptons, et verrait ce que ressentait vraiment son monde quand elle y vivait plutôt que de simplement le visiter, et ensuite, elle déciderait si la proposition pratique d'Ethan Grayson valait la peine de risquer son cœur. Alors qu'il s'installait dans la Tesla, Ethan tendit la main et prit la sienne. « Prête pour ta prochaine aventure, fiancée ?» demanda-t-il avec un sourire à la fois nerveux et plein d'espoir. Emily baissa les yeux sur leurs mains jointes, sur la bague qui rendait tout cela soudainement, incroyablement réel. « Prête comme je ne le serai jamais, » dit-elle. Mais alors qu'il s'engageait dans la circulation de Manhattan, Emily ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose qui changerait sa vie pour toujours, d'une manière ou d'une autre. Épilogue. Un an plus tard, Central Park, New York, un parfait matin d'octobre. Emily Grayson, elle s'habituait encore au nom, se tenait devant les fenêtres du sol au plafond de leur penthouse, regardant les feuilles d'automne danser dans Central Park en contrebas. Le soleil du matin captait son alliance, une simple bande de platine qui complétait la bague de fiançailles qu'elle portait depuis exactement 1 an et 3 jours. « Le café est prêt, Madame Grayson, » dit Ethan, enlaçant sa taille par derrière et déposant un baiser sur sa tempe. Emily fredonna de contentement, s'appuyant contre son torse. « Je n'arrive toujours pas à croire que Sophia a réellement fait un discours de demoiselle d'honneur adorable à notre mariage. » Le rire d'Ethan vibra contre son dos. « Je pense que perdre l'accord hôtelier. L'anglais a été la meilleure chose qui nous soit arrivée. Ça a forcé Sophia à réaliser qu'elle voulait mon père plus qu'elle ne me voulait. »« Ton père semble heureux, » dit Emily, se tournant dans ses bras, et l'acte de belle-mère de Sophia est étonnamment convaincant, terrifiant, mais convaincant, acquiesça Ethan, puis devint plus sérieux. « Des regrets à propos de la petite cérémonie ?» Emily sourit, repensant à leur mariage il y a 3 mois. Après que la frénésie médiatique se fut calmée et qu'ils eurent navigué avec succès ce désastreux dîner chez les Langley où Sophia avait en effet essayé de révéler les origines ordinaires d'Emily, pour que cela se retourne spectaculairement contre elle quand Ethan s'était levé et avait déclaré sa fierté d'épouser une femme qui avait tout gagné par son propre mérite, ils avaient opté pour une cérémonie intime. Juste leur famille, quelques amis proches, et un juge de paix dans le jardin de la maison des parents d'Ethan à Greenwich. Les parents d'Emily avaient été nerveux mais charmés par les Grayson, et Margaret avait immédiatement adopté la mère d'Emily comme sa co-conspiratrice pour gâter leurs futurs petits-enfants. « Aucun regret. » dit Emily firmement. Bien que je sois toujours choqué que Page Six ait appelé ça rafraîchissant authentique. En parlant d'authentique, dit Ethan, les yeux pétillants, comment va la nouvelle entreprise? Le visage d'Emily s'illumina. Carter Event avait été lancé il y a 6 mois, avec Ethan comme premier client majeur. Un arrangement commercial légitime qui avait abouti à la retraite d'entreprise la plus réussie que Grayson Enterprise ait jamais organisée. La nouvelle s'était rapidement répandue dans les cercles d'affaires de Manhattan, et Emily avait maintenant une liste d'attente de clients. Lorraine a appelé ce matin, dit Emily avec excitation. La fondation Thompson veut que je planifie leur gala annuel, et les Wilson veulent que je m'occupe du mariage de leur fille au printemps prochain. Ethan rayonna de fierté. Je t'avais dit que ce plan d'affaires était brillant. Eh bien, avoir un mari qui y croyait n'a pas fait de mal, dit Emily, se hissant pour l'embrasser doucement. Le téléphone d'Ethan vibra avec un texto, et il y jeta un coup d'œil avec amusement. Ta colocataire veut savoir si nous venons toujours pour le brunch. Emily Ritt.
Sarah n'avait jamais vraiment surmonté l'expérience surréaliste de voir sa colocataire ordinaire devenir une royauté de Manhattan du jour au lendemain, mais elle s'était adaptée avec un enthousiasme caractéristique. Sa mission actuelle était de convaincre Emily et Ethan d'investir dans son projet de food truck. Dis-lui oui, mais nous ne discuterons pas de sa proposition pour organiser la fête de fin d'année de Grayson Enterprise, dit Emily. Je l'aime, mais son empire de grilled cheese peut attendre qu'elle perfectionne la recette. C'est fait, dit Ethan, tapant rapidement. Elle dit aussi que Daniel apporte ses célèbres pancakes. Le visage d'Emily s'adoucit. Le chauffeur d'Ethan était devenu une partie inattendue de leur famille élargie, se joignant souvent à eux pour des repas décontractés et offrant sa propre marque de sagesse sur le mariage et la vie. C'était lui qui avait suggéré qu'ils s'enfuient quand l'attention des médias devenait écrasante. Et c'était lui qui les avait conduits au tribunal pour leur licence de mariage, avec une bouteille de champagne attendant dans la voiture. Parfait, dit Emily. Mais d'abord, j'ai quelque chose pour toi. Elle marcha jusqu'à son bureau et récupéra une enveloppe Kraft, la tendant à Ethan avec une excitation à peine contenue. Ethan l'ouvrit avec curiosité, puis se figea en lisant le contenu. Emily, est-ce ce que je pense? Félicitations, monsieur Grayson, dit Emily, souriant. Tu vas être papa. Ethan fixa l'image de l'échographie pendant un long moment, puis leva les yeux vers Emily avec émerveillement et joie rayonnant de son visage. Vraiment? Murmura-t-il. Vraiment, confirma Emily. Environ 8 semaines. Le docteur Patel dit que tout semble parfait. Ethan traversa la pièce en 2 enjambées et enlaça Emily, la faisant tournoyer pendant qu'elle riait. Je t'aime, dit-il férocement, la reposant doucement. Je t'aime tellement que ça me fait encore peur parfois. Je t'aime aussi, répondit Emily, prenant son visage dans ses mains. Même quand tu laisses tes cravates sur le comptoir de la salle de bain. Même quand tu réorganises ma bibliothèque par couleur au lieu de par sujet, rétorqua Ethan. Même quand tu chantes faux sous la douche, continua Emily. Même quand tu voles ma tasse de café préférée tous les matins, conclut Ethan. Ils restèrent là, se souriant comme des idiots, entourés de la vie qu'ils avaient construite ensemble à partir du début le plus improbable. Tu sais, dit Emily pensivement, si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an que j'épouserais un homme qui m'a pointé au hasard dans une salle de bal bondée, je l'aurais fait interner. Absolument, acquiesça Ethan. Mais il s'avère que les meilleures histoires d'amour ne suivent aucune règle. Le sourire d'Ethan était doux et plein de promesses. Non, elles ne le font pas. Elles demandent juste 2 personnes assez courageuses pour tenter leur chance sur quelque chose de réel. Alors qu'ils se préparaient pour le brunch avec leur famille choisie, Emily se vit dans le miroir du couloir. Elle semblait heureuse, véritablement heureuse d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée possible. La fille qui servait du champagne à l'hôtel Plaza était partie, remplacée par une femme qui avait découvert que parfois, les sauts de foi les plus terrifiants menaient aux atterrissages les plus beaux. Et si leur enfant héritait de la détermination obstinée d'Ethan et de l'indépendance féroce d'Emily, plus une bonne dose de la capacité de leurs parents à trouver l'amour dans les endroits les plus inattendus, eh bien, le monde ferait mieux de se préparer. Prête, Madame Grayson? Demanda Ethan, lui offrant son bras avec une formalité exagérée. Prête, Monsieur Grayson, répondit Emily, glissant son bras dans le sien. Ensemble, ils sortirent dans leur vie parfaitement imparfaite, laissant derrière eux le Pantouse qui avait été témoin du début de leur histoire d'amour et se dirigeant vers un avenir qui promettait d'être tout aussi surprenant que leur commencement. Après tout, les meilleures aventures commençaient toujours par quelqu'un pointant un étranger et disant « Celle-là. » Fin.